il y a personne qui peut te mettre des limites. Il y a que toi, en fait. Il y a que ton esprit qui te met des limites, en fait. Et franchement, je me suis battu longtemps pour passer cette barrière, quoi. Quand je dis à certains, parce qu'on trouve, par exemple, que moi, je travaille dur, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est pas que j'ai envie de faire mal, c'est que parce que j'ai toujours travaillé comme ça, en fait. Ouais. Et je vois les élèves qui vont me poser des questions, pas que sur la technique, mais d'où ça vient, c'est qui les maîtres, c'est qui le grand maître Li Chuangsu, voilà, ils vont s'intéresser au-delà d'une somo coquille, quoi. Ça va plus loin que ça. Et le lendemain matin, j'ai fait le pire entraînement de ma vie. Le patron est resté toute la série de coups de pied devant moi, en fait. Et il m'avait posé la question, il me dit, mais pourquoi vous faites mal? En fait, je lui dis, mais c'est pas nous qui cherchons à faire mal, en fait. C'est la technique qui fait mal, en fait. Je me suis jamais dit que j'allais être prof, je me suis jamais dit que j'allais partir en Corée, je me suis jamais dit que j'allais me retrouver à faire une démo avec Raphaël en Corée, dans un stade. On va faire. Comment on fait là? On parle là? Ouais. Bah d'ailleurs, c'est parti. Allez, comme la première émission. Bienvenue dans l'émission numéro 2. Toujours en compagnie de Dimitri, toujours enseignant en Suisse, à Genève. Et aujourd'hui, on reçoit Miloud Ramdan, qui est 6e Dan, et qui a commencé l'Apkido, je crois, en 2003. Je sais même plus, ouais, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 2003. Ça doit être 2003, je me souviens plus très bien. Je crois que j'ai vu sur les stats, c'est possible. Ça doit être ça. C'est possible. Au départ, je voulais t'inviter pour une émission spéciale Corée qu'on aurait fait avec Dimitri et moi, parce que je crois, sans me tromper, qu'on est les trois à avoir fait le plus de stages en Corée, hormis évidemment Kwanjanim. Et il me semble que on est les trois et loin au-dessus des autres. Donc, on fera ça pour une prochaine, parce que Miloud, t'as dû faire, je sais pas, 8-9 stages. Ouais, je pense que je ne peux pas être loin de la dizaine. Ouais, de la dizaine. Bon, après, il y a eu ces fameuses années du Covid où c'était un peu compliqué, effectivement. Donc, beaucoup d'expérience sur mais ça. Ouais, pas mal de stages en Corée, dans différentes salles, avec beaucoup de souvenirs. Ouais. Bon, voilà. On va en parler. Dans un premier temps, on va revenir sur les 2 vidéos qui sont sorties depuis. On a sorti, du coup, la première émission. Dim, est-ce que tu as eu des retours sur cette émission? Oui, beaucoup de retours positifs, avec des élèves qui sont très contents de nous voir aussi dans un autre contexte que celui de la technique, purement, de nous voir parler de nous, de nous voir parler de nos expériences, nos anecdotes, et puis qu'est-ce qui nous passionne pour l'Apkido. Et je sens que ça en a motivé plus d'un. Ouais, on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de gens ont aimé, donc c'est en train d'être... Bon, là, ça sera publié dans un mois, mais c'est en train d'être traduit en anglais et en espagnol. C'est long et cher, donc, mais on aimerait que le monde entier puisse entendre tout ce qu'on a à dire. Moi, j'ai bien aimé le format. C'est vrai que ça change un peu de toutes les vidéos qu'on peut voir sur l'Apkido. On va dire qu'il y a un côté un peu plus humain, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que... Et une approche plus humaine, en fait, où les gens s'expriment, se dévoilent et puis donnent des anecdotes. Et puis ça, c'est assez cool. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le format. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce qu'on a apporté. Ça s'est ressenti. Ouais, plaisir aussi d'avoir participé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler aussi devant la caméra. On a souvent l'habitude d'être en train de faire des techniques et de l'action. Et c'est vrai, on n'a pas tout le temps... Ça n'a pas l'air tout le temps humanisé, parce qu'on se fracasse, etc. Certaines personnes voient que ça. Mais il y a beaucoup derrière, quoi. Donc on va voir la deuxième, on continue les tournages. On va essayer de faire ça 1 fois par mois, selon les possibilités, on va voir. On va revenir maintenant sur la vidéo de Séoul, qui est sortie juste avant. They come to learn, to share, and to honor the indomitable spirit of this emblematic art. Donc c'était pour le voyage de août 2023. Donc il y avait les Espagnols et quelques Français, la Côte d'Ivoire aussi, il y avait Miloud et moi. La Hongrie aussi. La Hongrie, ouais. Côte d'Ivoire, j'ai dit tout le monde. Ouais, ça doit être bon. Ouais, l'Espagnol, ouais. Et toujours pareil, le même principe, 2 entraînements par jour. Et du coup, on a fait ce tournage, pour ceux qui l'ont vu. Miloud, du coup, t'étais là. Est-ce que tu peux rappeler les conditions de tournage? Parce que souvent, dans les vidéos,
si vous croyez que on prend un studio, Ah non, non. qu'on prend du temps, qu'on filme, qu'on fignole, etc. Pas du tout. Non. Non, c'est ouais, comme tu l'as dit, Mika, c'est effectivement déjà il faut rappeler le contexte. Donc on a 2 entraînements par jour. Il faut savoir qu'entre les 2 entraînements, on a 1 heure de pause. Donc 1 heure, c'est très très court finalement parce que vous n'allez pas prendre une douche pendant 1 heure. Généralement, vous en profitez pour manger une banane, un petit truc. Survivre. Et puis, ouais, survivre un peu, boire et puis essayer de se vider l'esprit. Mais là, du coup, en fait, l'heure qu'on avait, c'était les moments de tournage. Donc à chaque fois, on essayait, effectivement, entre les 2 entraînements, d'essayer de faire quelques techniques ou en fin d'entraînement, après le 2e entraînement. Mais voilà, il y a pas une journée où on s'est dit, tiens, aujourd'hui, on va se poser et puis on va faire les techniques une par une, on va faire plusieurs rushs. Non, il fallait envoyer entre midi et 2 et avec le 2 bocs trempé. Ouais, je pense qu'on a fait sur 2-3 jours, Ouais, dans 2-3 fois, ouais. et on était un peu plus de 20, je sais plus, une vingtaine. Ouais. Et du coup, que chacun trouve les 2 techniques à faire, puis ça casse. Et puis voilà, ça s'est enchaîné. Mais... S'enchaîner et puis refaire la technique parce que on a peut-être l'angle de film. Ouais. On a filmé, c'était pas le bon, il fallait reprendre. Enfin voilà. Mais non, il y a pas de. On n'a pas tourné 20 fois la technique. Hein. On n'a pas le temps et pas l'énergie. Et même, je me rappelle, les jeunes fous espagnols qui ont des jambes de dingue, Dani et Ruben, on leur demandait des trucs. À un moment, ils ont dit, je peux plus sauter. Mes jambes marchent pas. Dit oui, je sais le faire, ce que tu me demandes dans la vraie vie, mais là, on était dans des conditions. Non, et puis en plus, c'était. Faut quand même aussi rappeler qu'au mois d'août, c'était au mois d'août, hein, donc au mois d'août, il fait extrêmement chaud en Corée. Hein, enfin, il fait chaud, il fait très lourd. Et on ne voit pas, hein, vous ne voyez pas dans la vidéo, mais enfin, il fait 35 degrés, quoi. Il fait 35 degrés. Et dans une salle avec dans une l'humidité. salle, mais c'est horrible. Pendant les entraînements, systématiquement, on essuie le sol parce qu'en fait, le sol est trempé. Exact. Enfin, il faut vraiment se rendre compte qu'on ne voit pas, mais systématiquement, il y a des balais, il y a des serpillères. Et puis voilà, mais non, on n'est pas dans un studio avec tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner tranquillement. C'est pas les meilleures conditions. Non. Et souvent, le grand maître revenait. En fait, quand il allait manger, on profitait pour tourner. Et dès qu'il revenait, on relançait le cours, quoi. Donc, il y avait pas... Moi, c'est ce qui m'a impressionné parce que j'étais pas à ce voyage-là, mais je savais très bien que les techniques, vous les aviez tournées au milieu de l'entraînement, à la fin. Et je me disais, waouh, c'est impressionnant parce qu'il y a encore de l'énergie pour faire ça. Et ça demande énormément de. Et ce qu'il y a, c'est que des fois, on avait l'idée de partir sur une technique. Ouais. En fait, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que la personne n'avait peut-être pas forcément choisi la bonne technique, etc. Le shooter aussi, il faut que les shooters soient en forme. Le shooter n'était pas forcément en forme. Donc du coup, il fallait tout de suite s'y réadapter, trouver une autre technique. Et puis, enfin voilà, il fallait être hyper réactif. En fait, en 60 minutes, en fait 60 minutes, il fallait tourner rapidement, refaire, et trouver des idées, etc. Et puis prendre le temps quand même d'aller s'acheter un truc à manger. Les bugs de caméra derrière, donc des fois refaire à cause de la caméra. Partir pour le 2e entraînement. Partir pour le 2e entraînement. Ça c'était compliqué. Et puis on l'a fait la 2e semaine, donc déjà les jambes. Il y avait déjà une semaine d'entraînement dans les jambes cuites. Il y a eu les passages de grade au milieu, compliqué. Mais ça donne une vidéo sympa aussi qui a explosé, enfin qui a vraiment été beaucoup de commentaires. Elle a bien marché. T'as fait un autre format de départ. Un truc différent, ouais, avec une petite histoire. Et moi, en tout cas, chez moi, ils l'ont relevé. C'est un autre design. Ouais. Qu'est-ce que t'expliques par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a donné? Je sais pas, chaque vidéo, comme j'en ai fait beaucoup, c'est vrai que si tu fais que des techniques à la suite, c'est un peu ennuyant. Peut-être pas pour le grand public, mais pour moi qui vois ça depuis longtemps, j'ai envie limite de raconter une petite histoire pendant chaque vidéo. Et du coup, avec l'introduction, on montre un peu Séoul. On explique que beaucoup de gens se sont entraînés à Séoul, les Coréens se sont entraînés beaucoup plus que nous. Et un peu un hommage aux anciennes et aux premières générations aussi de l'Apkido, quoi. Parce que nous, on fait que suivre, mais ils ont fait beaucoup plus que nous. Bien sûr. Et puis c'est bien de montrer aussi quelque part un peu alors, pas rentrer forcément dans la culture coréenne, mais montrer Séoul. Oui, déjà, on montre le voyage aussi. Voilà. Moi, je sais que je l'ai montré la vidéo à des amis qui font pas du tout d'arts martiaux ou de la famille. Et c'est, je crois que ça dure un peu plus d'1 minute, je crois, quelque chose comme ça.
L'intro, ouais. L'intro. L'intro, Ils ont vraiment aimé parce que du coup, effectivement, waouh, Séoul, c'est ça, Séoul, ouais, mais effectivement, Séoul, c'est une grande métropole. Et ils ont trouvé ça vraiment sympa. Donc, et puis voilà, puis après ça s'enchaîne et ça va vite. Et quand je dis ça va vite, attention, hein, parce que souvent les gens pensent qu'il n'y a pas d'accélération. Hein. C'est des vitesses, c'est réel. Enfin, je tiens quand même à le préciser parce que clairement, moi, des vidéos, j'en ai vu, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut accélérer, machin, etc. Là, je vous garantis qu'il n'y a ni accélération, c'est vraiment la vitesse. Puis en plus, on le voit bien parce qu'il y a des ceintures noires, il y a des ceintures de couleur. Enfin, voilà, il n'y a pas de trafic sur les vidéos. Quoi. Ce que vous voyez, c'est ce qui est en réel. Je peux que le confirmer, étant donné que c'est moi qui ai fait toutes les dernières. Je n'ai jamais triché ou accéléré même d'1%. Il y a aucune arnaque, il y a aucune. Quand les gens sautent haut, ils sautent haut. Quand ils frappent fort, quand on pète 10 planches, c'est qu'on a pété 10 planches. Il y a aucune triche. Aucune. Et pourtant, il y en a dans beaucoup d'autres vidéos d'Apkido que je ne nommerai pas. Bon, voilà pour les 2 premières vidéos. J'ai oublié le cadeau pour Miloud. Chaque invité a son cadeau. Il va de vous-même vous expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui. Encore mieux, hein. Alors, je cherche un bandana rouge depuis quelques jours. Ouais. C'est Paloma qui m'a trouvé celui-là, qu'il avait chez elle et qui l'offre. Et qu'il a acheté en Corse, puisque Miloud est très proche de la Corse en même temps. Très proche de la Corse, effectivement. Et du coup, maintenant, on va pouvoir attaquer ton parcours. Tu vas nous expliquer comment on arrive avec un bandana rouge à l'entraînement. Pourquoi on arrive avec un bandana? Jusqu'à 6e dan. Alors, là, effectivement, non mais c'est super ça. Il me semblait que ça allait te plaire. T'es parti, ouais, ça veut dire que t'as fouiné dans mon histoire et je connais mes anecdotes. Un peu. Ah, je sais pas. Attends, je dis même que j'ai des photos. C'est vrai? Qui seront peut-être publiées en live. Ah, je sais pas s'il était rouge. Je crois qu'il était bleu, mais c'est possible que j'en avais un rouge aussi, c'est possible. Mais effectivement, la symbolique de ça, là, je vous montre la caméra, là, en fait, quand j'ai commencé l'Apkido, j'avais les cheveux longs. Je m'étais laissé pousser les cheveux, j'avais les cheveux longs. Et donc, quand je venais à l'entraînement, je mettais un bandana en fait, sur la tête, parce que tout simplement pour maintenir mes cheveux. Un peu à l'image, effectivement, du drapeau corse, là. Je sais pas si on voit la tête, effectivement, avec les morts, là. Et j'arrivais effectivement comme ça. Donc, mais moi, c'est pas pour me donner un signe, c'était vraiment parce que j'avais les cheveux longs. Le pratique. Le côté pratique. Et à cette époque-là, il y avait Cyril, donc tout le monde connaît Cyril, qui vient vraiment et qui me dit c'est pas trop le style de l'école. je comprenais pas trop. Je dis mais je comprends pas. Elle me dit ouais parce que tu sais nous voilà. Et du coup ensuite je l'ai plus jamais remis. Et je venais avec un espèce de serre-tête. Donc j'avais un serre-tête aussi que j'ai gardé pendant quelques temps. Et je crois que j'ai fini par me raser les cheveux parce que ça m'emmerdait trop d'avoir les cheveux longs. Mais effectivement, pas mal. C'est pas mal du tout parce que là, ça me fait remonter à quelques années en arrière. 20 ans, du coup, maintenant. Ouais, plus de 20 ans, ouais, 20 ans, ouais, facile. Juste pour faire un lien avec la première émission où on a parlé d'électrochoc, où il y avait Dimitri, Alexandre, Diego et moi, où on avait tous commencé par autre chose, un autre art martial, et on est arrivé au premier cours, comme vous avez vu dans la première émission, où on a été choqués par les coups de pied, etc. Miloud, je crois que tu n'avais jamais rien fait avant, et pourtant t'as accroché tout de suite et t'es resté 20 ans. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous commencer? Ouais, effectivement, mon parcours, je suis vraiment arrivé à l'Apkido par hasard. Je crois que tu allais à l'aïkido. Exactement. En fait, je devais avoir 30 ans. Alors aujourd'hui, j'arrive sur mes 53 ans cette année, Inch'Allah, comme on dit. Et quand j'ai commencé, j'avais à peu près 30 ans. Et à cette époque-là, je faisais du vélo, de la course à pied, de la musculation, etc. Et puis j'en avais un petit peu marre de tout ça. Et j'étais avec un pote à moi qui s'appelait Nono. Et je lui ai dit, écoute, ça serait bien faire du karaté, du kung fu, etc. Moi, j'aimais les arts martiaux quand j'étais gamin, parce que un peu comme tout le monde, dans les films de Bruce Lee, hein, j'ai encore les VHS à la maison. En Algérie, j'avais un oncle qui faisait du karaté, qui était ceinture noire. Donc, chaque fois que j'allais au bled, donc, faisait ses coups de pied, etc. J'adorais ça. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de pratiquer. Et là, à 30 ans, je me suis dit, tiens, allez, on va essayer de se trouver un truc. Mais comme à 30 ans, tu te dis, lever la jambe, ça va être un petit peu compliqué. On s'est dirigé vers l'aïkido. Et en fait, à l'époque, on a trouvé à Villeurbanne,
là où j'habitais à l'époque, un club d'aïkido, où il y avait 2 entraînements par semaine. Donc on est parti, on s'est inscrit, effectivement, donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. C'était sympa, mais c'était pas... Voilà, mais c'était cool. Bon, je faisais mes cours, et puis je crois qu'arrivé à la 4e semaine, je crois, au bout d'un mois, je sors de la salle, et là j'entends... donc je suis dans le vestiaire en train de me changer pour repartir chez moi, puis j'entends des cris, en fait, des bruits, des cris, et je dis, putain, c'est bizarre, et tu vois, je retourne dans le dojo, parce que j'appelais ça un dojo, moi, à l'époque. Et puis, je vois du monde comme ça, et je sais pas trop ce que c'était. Je repars à l'accueil, puis je demande à la personne de l'accueil, c'est quoi le cours, le machin? On me dit, c'est de l'apkido. Ah bon, ok. Je rentre chez moi, je vais sur Internet, je regarde, apkido, puis je découvre que, tiens, effectivement, c'est un art martial coréen, donc Choi Sol, compagnie, J&J. Ouais, ok, d'accord. Bon. Je reviens la semaine d'après, je fais mon cours d'aïkido, avec mon pote, Nono, et je dis, bah viens, ce qu'on fait, on va rester... on va rester à regarder le cours. Donc, je rentre. J'entends déjà ce qu'il va te dire. Ouais, là, je rentre et tout. Non, enfin, oui, je rentre et tout. Je vois le cours. Et je dis, on peut assister? Donc, ouais, pas de souci. Je regarde le cours. Et en fait, j'ai regardé le cours en entier. En fait, j'étais choqué par ce que j'ai vu, en fait. Je comprenais pas. Enfin, ça partait très vite. Je voyais des chutes, je voyais des coups de pied, je faisais des techniques. Je me dis, putain, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est une planète, quoi. C'était de la Jin Kwan. C'était Ji Jun Kwan. Okay. C'était Raphaël. C'était le gymnase Tronchet. C'était au Tronchet. Dans la première salle la première salle en France. En fait, en France. Très peu de gens ont connu. Non, ouais. Et là, mais franchement, en fait, je me suis dit, c'est pas possible ce que je vois là. Enfin, c'est des fous, quoi. C'est les capacités physiques en premier qui t'ont... Capacité physique, l'intensité, le rythme, enfin les élèves qui étaient là, quoi, ils se donnaient tous à fond, quoi. Enfin, mais vraiment, je me suis dit waouh, enfin, on n'est pas dans un film là. Et, tout le monde transpirait, etc. Et ce jour-là, le hasard a fait que je suis arrivé le jour où Raphaël remettait les diplômes à Cyril et Mohamed. Ok. Qu'on a cité dans la première vidéo. Cité dans le premier épisode, là. Cyril et Mohamed, qui sont en fait les 2 figures de la JK, comme on l'avait cité, hein, effectivement, et ils venaient de recevoir leur diplôme, en fait. Comme on le fait maintenant, C'était quoi, premier dan, tu sais? Première dan, Cyril et Mohamed. Et du coup, il y avait un pot à la fin. Encore. Bah, c'est pratique, ces pots. Et du coup, en fait, on me propose à boire, quoi, tu vois. Et en fait, je me dis, putain, mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, t'es là, tu regardes, et puis on te laisse regarder le cours, puis après, on te propose de boire un verre, quoi. Tu partages un moment, machin. Et puis, j'ai commencé à échanger vite fait un peu avec les gens. Et du coup, je demande à Raphaël, je lui dis, est-ce que je peux venir essayer la semaine prochaine? Sachant que j'étais toujours à l'aïkido, mais j'avais pas encore payé. J'avais pas encore payé mon inscription, ça faisait 1 mois, je crois, 1 mois et demi, enfin, ouais, 5 semaines. Et ne faites pas ça, hein, les élèves. Ouais. Payez vite. Encaissez quand vous n'êtes pas encaissé dessus. Et puis je reviens la semaine d'après, je vais pas du tout à l'aïkido, j'y vais pas. Et je viens pour le cours d'apkido. Ton pote te suit? Non. Je suis venu tout seul. Et là, je fais le cours. Et là... Avec le bandana. Avec le bandana, ouais. Effectivement. T'es habillé comment le reste? Je m'en souviens plus, mais je crois que j'avais dû mettre un short. Un t-shirt. Pas comme un Corse, tu sais. Short, t-shirt, et puis mon bandana. Et je suis allé sur le tapis et j'ai essayé de pas lâcher. Alors, je faisais du sport, donc j'avais, je pense, un peu une condition physique, mais j'avais jamais levé la jambe. J'avais jamais fait de coup de pied de ma vie. Vraiment, en aïkido, on faisait pas de coup de pied. Enfin, j'avais jamais fait de coup de pied de ma vie. Jamais. Enfin, j'avais jamais fait d'arts martiaux, mis à part ces 4 semaines à l'aïkido. Enfin, et j'ai juste halluciné, quoi. Toute la série de coups de pied. Et après, alors, je tombe avec des élèves, un ancien, encore plus ancien que moi, que vous n'avez pas cité dans le premier épisode, mais parce que très peu de gens l'ont connu, c'est Moustaphe. Ouais.
Moustapha. Oh, peut-être qu'on le fera venir. Mais on en reparlera aussi, et qu'on appelait Oyama. et je me retrouve à faire la technique avec lui. Et là, en fait, là, je comprends plus rien. En fait. Là, je comprends plus rien parce que je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, ça fait trop mal, quoi. C'est... En fait, quand tu vois des vidéos d'Apkido où tu vois des clés, et là, quand tu ressens, en fait, pour la première fois de ta vie, tu ressens des clés, tu te dis, waouh, ça va casser, là. C'est pas possible. Tu comprends pas pourquoi tu comprends pas pourquoi t'as mal, en fait. Et j'étais fou, quoi. J'étais fou. Et je finis ce premier entraînement, et dans ma tête, voilà, c'est clair, c'est ça que je veux faire. Voilà, ça me plaît, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me correspond. C'est intense, c'est physique, tu pousses, ça fait mal, c'est dur. Et en fait, au fond de moi, en fait, je pense que c'était vraiment ce qui me... Enfin, c'est ce qui me correspond. Parce qu'aujourd'hui, je suis toujours dans cette intensité, même à 53 ans. J'aime bien me mettre dans le dur, dans le rouge. Et en fait, il faut... Quand tu travailles, il faut aller dans les limites. Si tu restes dans ta zone de confort, tu peux pas évoluer, en fait. Enfin, et là, avec l'Apkido, en fait, on est sans cesse. Moi, depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que je suis pareil, je suis toujours un peu sur ce premier cours-là où c'était dur. Et je suis ressorti de ce cours-là, j'étais fou, quoi. J'étais fou. Et à partir de là, j'allais tout le temps sur Internet, je regardais, machin, etc. Et pour la petite histoire, je ferai un truc que je sais pas beaucoup, enfin, je n'ai pas raconté à beaucoup de gens. Une exclue. C'est le but. Une exclue. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je suis allé dormir. Et en pleine nuit, j'ai eu soif. Et j'ai eu, je t'ai peut-être rencontré, c'est peut-être que je t'ai rencontré. J'ai eu super soif. Et je me lève en pleine nuit et, pour aller boire. Et je vais pour allumer la lumière du salon, en fait. Et quand je fais ça, en fait, j'ai mon poignet. Je vous jure que c'est vrai. Mon poignet, en fait, j'arrivais pas à le bouger. J'avais le poignet qui était... je sais pas, je sentais plus mon poignet. Et pareil sur les deux. Mais je me dis, mais merde, T'avais pris des clés sur les... Ouais, avec Moustapha, je dis, mais pétez les poignets, le con. Mais vraiment, je me suis dit... Putain, mais vraiment, pendant 20-30 secondes, et là, à un moment donné, je retrouve mon poignet, je me suis dit, c'est un truc de fou, quoi. Et ça m'avait marqué. Parce que sincèrement, pendant 20-30 secondes, je me suis dit, c'est bon, quoi. Ça marche plus. Ouais, ça marche plus. Il les a pété. Et en fait, je pense que juste que... Enfin, voilà, c'est la clé, quand t'as jamais subi de clé, je pense que... Enfin, voilà. Et j'avais flippé pendant 20-30 secondes, et là, en fait, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est efficace. Cet aspect d'intensité, de douleur qui t'a marqué. Hein, mais vraiment. Et jusqu'à maintenant, pour moi, en fait, souvent, dans les vidéos, on voit no pain, No Apkido. No Apkido. Je l'ai dit une fois en Tunisie, là, j'avais rencontré un pratiquant, et il m'avait posé la question, il me dit, mais pourquoi vous faites mal? En fait, je lui dis, mais c'est pas nous qui cherchons à faire mal, en fait. C'est la technique qui fait mal, en fait. Et... mais si ta technique ne fait pas mal, en fait, il n'y a pas de technique, quoi. En fait, ce slogan, là, il paraît tout bête. C'est le plus vrai. Mais c'est le plus vrai, en fait. Ouais, et moi, depuis ce premier cours jusqu'à maintenant, mais vraiment, depuis ce premier cours jusqu'à maintenant, pour moi, c'est ce qui est important, en fait. Il ne s'agit pas de faire mal à l'autre, hein, on n'est pas maso, pas sado, enfin, c'est pas une volonté de faire mal. Non, et puis on se blesse au final très peu. Et au final, on se blesse très peu. Oui. Rien à voir avec la clé. mais c'est pas une volonté de faire mal à l'autre. C'est simplement qu'en fait, si tu veux vraiment que ta technique soit efficace, tu dois avoir mal. Et moi, depuis mon premier cours jusqu'à maintenant, cette sensation-là, elle est importante. Même si tu veux apprendre. Voilà. Important pour apprendre. De vraiment. sentir la clé. C'est pas le seul, mais c'est quand même un des meilleurs signes, la douleur, que c'est bien. Parce qu'on peut faire mal sans la bonne technique, mais si là, il y a la bonne technique, il y a douleur. Il y a douleur. Et je pense que il y a plus de risques à se faire vraiment mal quand quelqu'un ne maîtrise pas la technique que face à quelqu'un qui maîtrise la technique. Mais moi, j'ai plus de crainte aller à donner mon bras à quelqu'un qui ne maîtrise pas la technique parce qu'en fait, bien sûr. Entre guillemets, comme on dit souvent, il va aller comme un bourrin. Ouais. Alors que quelqu'un qui maîtrise vraiment,
Il va aller juste à la limite, etc. Et voilà. Donc, pour ce premier cours d'histoire, c'est qu'effectivement, j'arrive, j'en prends plein la figure. Je tombe avec Moustaphe, qui a une pointe de fou. Et cette nuit-là, voilà, où je me suis réveillé. Et depuis ce jour-là, je me dis, de toute façon, c'est ça, quoi. Et t'as vu là pour la première fois Kwon Janim en action, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué quoi, sur Kwon Janim? Alors, je l'avais pas vraiment observé au début parce qu'en fait, j'étais dans mon truc. Parce que moi, j'ai toujours fait du sport un peu tout seul. Donc j'arrive, moi, je fais, voilà, bah, et je rentre dans le truc et moi, je voulais être à la hauteur de tout le monde, en fait, tu vois. Et c'est vrai que ce jour-là, je m'étais pas focalisé sur lui. Je m'étais focalisé sur l'ensemble. Lui, c'était le prof. Pour moi, dans tous les cas, c'était le prof. C'était lui le boss. C'était lui qui maîtrisait. Mais moi, j'étais impressionné par tout le groupe, en fait. La dynamique et tout. Voilà. L'ensemble. C'est ça qui m'avait impressionné. Et puis encore une fois, c'est la semaine d'avant, quand j'étais venu juste pour regarder, le fait que les gens viennent facilement vers toi. En fait, on a toujours l'image des arts martiaux où, tu sais, c'est un peu un monde fermé, ou si tu fais pas partie de l'équipe, tu vois, c'est comme quand tu arrives dans un club et bah non, mais toi on te connaît pas. Et là en fait non, on peut absolument pas, quoi. Souvent les gens nous disent que nous la JK machin, bah non, enfin moi je suis arrivé avec mon bandana et franchement j'ai intégré le groupe, quoi. C'est ce que tu disais, Mika, à la première émission. Il y a une ambiance. Tout le monde t'a salué dans la salle et ça t'avait. Clairement. Ouais. Clairement, il y a pas ce côté, en fait, où attends, t'es qui toi? T'as pas. Ouais, mais toi, tu t'es jamais entraîné. Bah oui, c'est normal. J'arrive. Ouais, bah. Donc, j'ai jamais ressenti ça. Ouais. Et après, ça allait même plus loin que ça parce que. Donc, quand je me suis inscrit, hein, forcément. T'as payé? J'ai payé. J'ai payé. Et j'ai eu la chance de connaître le gymnase de Tronchet, donc à Villeurbanne, qui n'était pas très loin de chez moi. Et très rapidement, en fait, je me suis retrouvé à faire partie du groupe qu'on appelle les anciens là maintenant, là. Donc Bruno, Damien, enfin ceux de cette génération-là. Là. Et mais j'avais l'impression que je les connaissais depuis longtemps, quoi. Mais vraiment, ça s'est fait. Et pourtant, à l'époque, je crois qu'ils étaient ceinture bleue, Bruno. Je crois. C'était un peu en avance. C'était un peu en avance, la ceinture bleue. Donc Cyril Mohamed qui était ceinture noire. Et puis je pense qu'avant il y avait Fredo aussi, je crois qu'il était déjà. Mais je suis arrivé dans un groupe qui existait. Et en fait, t'es rentré dedans sans problème. Ouais, sans problème. Ouais, j'ai pas. Du coup, très vite, vous partez à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, normalement? Ouais, je crois très rapidement, au bout de 5-6 mois. Et toi, tu suis. C'est plus loin que. C'est plus loin, là. Ouais. C'est plus loin pour moi. Faut passer le tunnel. Faut passer le tunnel, donc faut monter, pour une demi-heure en gros, allez, on va dire. Mais non, j'ai enchaîné direct. Ouais, je faisais 4 entraînements par semaine, facile. Du coup, très vite, beaucoup d'entraînements. Premier dan. Alors très vite, avant ça, il y a très vite beaucoup d'entraînements. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment minimum 4 fois par semaine. Jusqu'à la ceinture bleue, je me rappelle de mon premier passage. Je me rappelle de mon premier passage, ceinture jaune. J'ai même vu récemment, il n'y a pas très longtemps, une ancienne ceinture jaune. À l'époque, je t'ai croisé là au boulot l'autre jour. Il me dit, mais tu t'entraînes toujours? Je dis, ouais. Et en fait, il était choqué parce que c'est dit, ça remonte à 20 ans quand même. Continuer, ouais. Et lui, non. Ouais. Et donc, ceinture jaune. Mon partenaire de l'époque, c'était Olivier. Oui. Un nom qui commence par D. Ouais. J'ai oublié, pardon. Tu m'excuseras, Olivier. Et c'était mon partenaire. Bon, après, effectivement, pour des raisons professionnelles, il s'est un petit peu éloigné, mais ouais, j'ai fait pas mal de passages avec lui. Et jusqu'à l'accident. Je le montre à la caméra, quoi. Bah, bien sûr. Fracture de la clavicule. Triple fracture de la clavicule, en fait. J'adorais les chutes. Donc on est sur une séance en fait où voilà, on a fait nos coups de pied, machin, etc. Et comme on en fait des jours, donc une séance où on enchaîne les chutes. Et comme moi j'avais déjà un peu commencé à travailler sur le tapis, sur le gros tapis, je me suis dit tiens, je vais la faire sur le petit tapis. Je commence à droite, je la fais, j'étais content, tu vois.
Je la fais à gauche, une fois, pas top. Et je la fais la deuxième fois, et là j'entends la fracture. Et je crois que toute la salle. Et toute la salle l'a entendu en fait, la fracture. Et je me lève, moi je suis... je comprends pas trop ce qui se passe, j'arrive plus à lever mon... Et je crois qu'il y a Fredo qui me dit, oh putain, il me dit là, Raph, il y a Raph aussi qui voit, et il me dit, oula, sortez-le. Puis je sors, je vais dans le vestiaire, et en fait, la douleur a commencé à être tellement intense que du coup, je me sentais partir dans les pommes en fait. Et je sais que j'ai fini aux urgences. Et donc, triple fracture de la clavicule. T'étais tombé comment du coup sur la En fait, j'ai fait ma chute, et je crois que c'est mon... Au lieu de taper avec mon bras, je suis tapé avec mon coude. Ah, et C'est ça a remonté. mon coude qui a remonté l'épaule. C'est pas le choc au sol. C'est ton coude qui a le coude qui a fait remonter mon épaule, et mon épaule qui a dû plier la clavicule. Et là, j'étais comme un fou. Psychologiquement, j'étais comme un fou. Bah, d'une part, déjà parce que la douleur, il faut savoir que la fracture de la clavicule, c'est juste horrible. Parce qu'en fait, la clavicule, vous l'utilisez au quotidien. Faut manger, en fait, pour tout en fait. Tu peux aller aux toilettes, en fait, mais tout, mais vraiment tout. La clavicule. Ah non, mais c'est, voilà, pour tout. Et là, je suis comme un dingue. Est-ce que, malgré la douleur, tu vois que tu vas louper des entraînements? Alors, non seulement je vais louper les entraînements, mais je me dis, c'est mort, ça y est, c'est fini. Ouais. J'ai tellement eu. Et je me dis, c'est mort, c'est fini. Et alors que je suis dans ma lancée, ceinture bleue, super content parce que j'avais fait des super... Enfin, je pense des passages de grade qui étaient bien. Ouais, c'est comme si voilà, t'as un truc qui s'arrête, quoi. Mais Un mur de mur. Et psychologiquement, en plus, j'étais suivi sur Villeurbanne, donc une clinique avec des bons spécialistes. Mais le gars, il voulait pas m'opérer. Et moi, j'avais commencé à regarder, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, je savais que les sportifs se faisaient opérer, il y avait tu peux te mettre des plaques, des machins, etc. Et moi, il me dit non. Il me dit, il faut attendre. Je dis, mais moi, je peux pas attendre, quoi. Pas possible. Et puis, en plus, je souffrais de martyr, vraiment, parce que on te mettait une espèce de bretelle pour te maintenir les épaules comme ça. Ouais. Voilà, j'avais appris à dormir comme une momie, donc j'avais appris à manger de la main gauche. Ouais. Je faisais toute la main gauche, vraiment tout. Je pouvais pas couper ma viande, enfin vraiment, faut bien dire que psychologiquement c'était assez compliqué. Et puis mon médecin il me dit au bout de 3 mois, pensez bien la calcification commence à se faire. Il me dit mais on va attendre parce que il se peut que ça se calcifie mal et il va falloir opérer. Et là je me suis dit mais non, mais faut pas me dire des trucs comme ça. Et quand ça allait mieux, et ben en fait, donc petit à petit ça commençait à prendre et tout, et en fait j'ai repris les entraînements. Avant la bénédiction. Ouais, j'ai repris. C'était histoire de pouvoir psychologiquement remonter la pente en fait. Parce que je me suis dit non, ça peut pas s'arrêter là, quoi. Donc du coup, je retourne aux entraînements, je commence à faire les coups de pied. Alors bien sûr, je faisais pas les chutes, je me donnais pas à fond, mais j'étais présent en fait. Et ensuite, j'ai commencé à faire la technique avec le bras gauche. Très bon exercice. Donc, refaire les sorties. Donc, tout premier programme, faire à gauche. Tu vois. Et l'idée, c'était pour moi de me dire non, c'est pas fini, quoi. Psychologiquement, voilà, je suis là. Tu vois. Et c'est revenu comme ça, jusqu'au jour où j'ai commencé à refaire des pompes, etc. Et à revenir sur le tapis, quoi. Mais ça a pris. Là, c'est quelle année, là? Je m'en souviens plus, mais c'était, vu que j'ai commencé en 2003, je pense que c'était sur la 2e année. Donc peut-être 2005, quelque chose comme ça. Donc, année très difficile, psychologiquement, physiquement, mais il fallait pas lâcher en fait. Et le fait de revenir, même en adaptant l'entraînement, tu sens que ça t'a fait du bien et que ça t'a permis... En fait, ça m'a permis de me dire, ouais, c'est pas fini, quoi. Donc tu t'accroches en fait. Il y a une possibilité de continuer. Ouais. Et quitte à me dire... peut-être que tu devras à un moment donné je me suis dit peut-être que tu vas devenir gaucher, quoi. Parce que vraiment je faisais plus rien de la main droite. Mon bras droit et il était comme ça. Pas le bouger, non. Ah mais vraiment j'avais un bras droit qui était comme ça. Dormir sur le dos sans bouger toute une nuit, c'est extrêmement compliqué.
Enfin, vraiment, enfin, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. Donc, il n'y avait que le mental, en fait. Et je pense que ça m'a peut-être... Enfin, c'est pas peut-être, ça m'a certainement... C'est ce qui a forgé mon mental, je pense. Comme on disait dans la première émission. Ouais. C'est marrant. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais ça s'arrête pas là parce que je reviens. Donc, petit à petit, je récupère on va dire mon bras droit, en fait. Très peu de gens le savent, tout ça. Je récupère, beaucoup, hein. 42. Je récupère mon bras droit. Mais du coup, je rentre dans une phase compliquée parce qu'en fait, tu as l'appréhension des chutes. Et là, c'est compliqué aussi. Ouais. Parce que du coup, moi, je chutais à droite, je chutais à gauche, je chutais bien. Et du coup, en fait, tu te dis, waouh. Mais en fait, c'est dans la tête, hein. Psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Retour de blessure. Et quand on voit comment tu chutes encore maintenant, dans la vidéo notamment, et avec les conjoint joints que tu fais, c'est génial. Donc... Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait l'autre jour, c'était tout à l'heure. En fait, quand tu passes par des épreuves comme ça, là, c'est où tu te dis, bah, c'est bon, je jette l'éponge. Ouais. Ou alors, tu as un mental de malade et tu te dis, ok. Et en fait, il va falloir que tu cherches. Parce qu'en fait, il y a Kwanjanu qui est là, qui va te booster. T'as les collègues qui sont là, t'as les amis qui sont là, t'as les gens qui vont te pousser, etc. Et tant mieux, heureusement qu'ils sont là. Mais si c'est pas là-dedans... Si toi-même, tu cherches pas, en fait, ce qui va pouvoir t'aider à avancer, tu n'y arriveras pas. Parce que je peux être là, je peux t'aider, Michael, vas-y, lâche pas, tu vas y aller. Mais moi, je peux faire qu'une partie. Et encore, cette partie que je vais faire... elle est minime par rapport. Elle est minime. Enfin, c'est une aide. C'est une aide. Moi, j'ai envie. C'est une aide. Si toi, t'as pas envie, tu n'y arriveras pas. Et sincèrement, le maître mot, c'est de se dire que il y a personne qui peut te mettre des limites. Il y a que toi, en fait. Il y a que ton esprit qui te met des limites, en fait. Et franchement, je me suis battu longtemps pour passer cette barrière, quoi. Parce que la barrière psychologique, elle est énorme. Et quand je vois la première vidéo où je me suis retrouvé en tant que partenaire de Kwanjanu, de Raphaël, qui était tournée mais par pur hasard en Corse, elle doit y être sur YouTube là, qui n'était pas du tout prévu. Je pensais pas du tout que j'allais servir de partenaire. C'était post Non, c'était des temps après, ouais, des temps après. Mais je me dis, jamais je me serais imaginé il servait de partenaire, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que tu vois les partenaires, tu voyais Cyril, tu voyais Mohamed, tu dis mais c'est des extraterrestres les mecs. Et je me dis d'être passé par là, d'avoir cette blessure, d'avoir cette crainte de chuter, de me dire c'est trop compliqué de chuter, machin, etc. Et de te retrouver des années après, être sur une vidéo en tant que partenaire de Raphaël où ça va très vite. C'est une fierté. En fait, tout est possible. Et encore des années après, maintenant, en 2024, je fais encore des chutes sur les vidéos. Oui, le passage, on parlait du passage tout à l'heure en Corée, là, au mois d'août l'année dernière, mon passage de grade, je me souviens, on raconte comment il s'est passé le passage de grade. Ouais, bien sûr. Il faut savoir que ce passage de grade, là, 6e Dan, alors, je n'étais pas prévu, plus ou moins, je ne savais pas trop si ça allait passer, pas passer. Et donc, on définit une date. Ce jour-là, le patron nous dit demain matin, l'entraînement, ce sera à 9h. Non pas 10h, mais ce sera à 9h. Et on fait 3 heures d'entraînement. On fait 9h midi. Ce qui était prévu, c'est on fait un petit entraînement pour faire le passage après. Ouais, et en fait, on fait 3 heures d'entraînement. Mais véridique. On fait 9h midi. Dans un autre dojang. Chez Master Kim Myung-soo. Et où il faisait... pareil, 45 degrés. On passait d'une pièce à l'autre. Il y a 2 salles et on passait d'une à l'autre parce que ça transpirait trop d'un côté, on laissait et ses élèves ils nettoyaient et tout pendant que nous on s'entraînait de l'autre côté et puis on rechangeait. Après on revenait. Mais faut vraiment les conditions, c'est un truc de malade. On fait 3 entraînements et on sort et on retourne dans la salle principale. Et puis du coup, moi je lui dis, tiens, je vais m'acheter quand même un truc à manger, parce qu'à un moment donné, le patron il nous dit, vous revenez à 1h, passage de grade. Et là, je lui dis, attends,
On se tapait 3 heures. Et j'y vais, donc je me prends, je m'en souviens encore, hein, je prends une banane, je prends une espèce de, tu sais, le riz. Le triangle Mon triangle, là. Et je reviens, et j'arrive, on me dit, bah dépêche-toi, on commence là. Je me dis, waouh. Et en fait, c'est parti. Ouais. Et en fait, quand on dit c'est parti, en Corée, quand on dit c'est parti, en fait, c'est parti. Il n'y a pas de présentation, non, il n'y a pas de phase de transition. Non. Dans l'autoroute, t'as la voie d'insertion. Là, il n'y a pas d'insertion, là. Non, ça démarre direct. Et en fait, quoi, là, à ce moment-là? Je me dis quoi? Bah, je me dis, en fait, je me blinde à fond. Ouais. Je me blinde à fond. Dans une bulle directe. Dans une bulle directe, en fait. Ouais. Dans une bulle directe. Il y a 2 ceintures rouges. Ça, je me souviens bien. Ouais. Oui. Donc, le patron nous dit, allez, c'est l'heure, on commence maintenant. Et franchement, j'ai juste remis mon double qui était trempé. Et donc, les 2 ceintures rouges et les 2 futurs 3e dan. Et je dis, ok. Je lui dis, dans ma tête, je vais envoyer. Dans ma tête, je m'étais mis que j'allais envoyer le maximum de ce que je pouvais envoyer. En fait, j'avais totalement effacé les 3 heures d'entraînement le matin. Okay. Mais vraiment, je les ai totalement effacés dans ma tête. Et je savais que j'allais envoyer, en fait. Enfin, sans prétention aucune, hein, j'ai pas de prétention. Enfin, je savais que j'allais tout donner. Et pour moi, en fait, j'avais dit à Raphaël, à Kwanjonim, si je passe ma 6e dan, je veux passer une vraie 6e dan. Je veux passer mes grades comme je les ai passés jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je veux tout faire. Je veux faire les chutes, je veux faire les coups de pied, je veux faire la technique, et je veux tout faire, en fait. Je veux... Peut-être parce que j'avais pas envie qu'on me considère comme un mec qui avait plus de 50 ans. Mais dans tous les cas, je suis rentré là-dedans. Et en plus, je me suis retrouvé au milieu. Je me souviens, hein, c'était ça, hein, j'étais au milieu. Et en fait, les autres enchaînaient, puis c'était moi à chaque fois qui terminait. Donc j'ai dit, en fait, ça va aller à fond, quoi. Et très sincèrement, je pense que pour moi, psychologiquement, c'est mon meilleur passage de grade. Parce que par exemple, les chutes, alors en coup de pied, je pense que j'étais dans une autre dimension parce que j'étais totalement à l'aise en coup de pied. Mais vraiment, j'étais. Mais bon, quand t'as fait déjà. t'as fait une semaine. T'as fait une semaine. Puis ton cerveau est dans une autre. Voilà. Ailleurs. Tu les as fait par 5, là, donc du coup, là, t'es là. Quand on fait 2, c'est simple. Voilà, c'est simple. Et les chutes, c'est pareil. Je crois que les chutes, je me rappelle très bien parce que Raphaël était en face de moi et je crois que je fais une outbang. Je pense que j'ai dû bien décoller. Et Raphaël me fait signe, il était sur la table. En gros, il dit ouais, bien, quoi. Et j'ai tout fait, quand j'aurais déjà vraiment tout fait. Et puis après, quand on est passé à la technique, c'est pareil. J'avais Ruben, j'avais bossé avec lui. On avait envoyé du lourd toute la semaine précédente, systématiquement, parce qu'on commençait tous les deux à envoyer. Le patron, à chaque fois qu'il montrait une technique, on envoyait. Et pourtant, on a 2 gabarits totalement différents. Hein. Enfin, un excellent partenaire. Mais excellent partenaire, et j'adore sa manière de travailler. Et du coup, vraiment, on était à fond. Et le passage de grade a duré 2 heures, je crois. Ouais, je sais plus exactement, mais c'était long. C'était long. C'était long, mais j'étais dans ma bulle, en fait. Je suis pas sorti. Même, je suis pas sorti de ma bulle, en fait. Parce que j'ai commencé, alors que les premières... Alors, juste le moment où les premières dan, en fait, sans avoir passé. Donc là, nous, on est un peu sur le côté. Mais même là, en fait, j'étais dans ma bulle. Hein. Enfin, je regardais personne, en fait. J'étais concentré. Et en fait, j'ai démarré en même temps que les 3e dan qui passaient. Donc, où t'as fait 3, 4, 5, 6. On a fait 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. J'ai fait 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, 2, 3 avec eux. Et après, tu te retrouves tout seul à faire 4, 5, 6. Et en fait, voilà, j'étais dans ma bulle à fond, quoi. À fond. Et je me suis même à un moment donné, quand j'étais sur la Pobac, je crois. Ouais. Quand je fais une des projections, en fait, où j'étrangle un peu j'étrangle de Ruben. Je me souviens que ceux qui étaient assis, il y a eu des moments où ça... Ouais, de froid. Ça a stoppé, quoi. Vraiment, les gens se sont dit... Mais parce que j'étais dans mon truc, quoi. Mais vraiment. Et que tu sais que quand c'est Ruben en face, tu peux te permettre des choses. D'aller vite. Tu peux te permettre d'aller vite, tu peux te permettre d'être dur, d'être à fond, de faire ta technique
toute confiance, quoi. C'est que ça va suivre. Parce que tu sais que le gars va suivre, quoi. Il va suivre. Et puis après, il y a quand même eu le moment à la fin. Mais là, c'est là où tu vois que finalement, tu es allé à fond parce que. Donc à la fin de la technique, on fait dans les passages de grade, donc il y a le coup de pied sur raquette. Et on enchaîne donc du Dora. Et tu sens quand même que la fatigue, elle est là quand même, parce que 3h le matin, puis là, on est déjà. Surtout, les techniques s'arrêtent. Tu respires un peu du clou, tu reviens un peu peut-être dans ton mode, tu dis il reste que les coups de pied. Il reste que les coups de pied. Mais il y a une pause. Voilà, il y a une pause et peut-être un espèce peut-être de relâchement. Et je fais du Odrachegi, on fait je crois 3 à 4, je sais plus, et puis après on passe en Chundan, j'en fais un, puis je me dis le prochain là tu vas l'envoyer. Et là j'entends tac, je le fais et je sens que je me suis blessé en fait. Je sens que je me suis blessé à l'adducteur en fait. Et là t'as le doute qui s'installe en fait. Et t'as la mort parce que tu dis non, pas là. Voilà, parce que là il me manque 3-4 coups de pied à faire, on va aller quoi. Et j'essaie une deuxième fois, je dis ça passe pas. Et le patron va tout de suite après un Chundan, un Anja, pardon. Et j'essaie et en fait, impossible. Impossible. Et là, je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai les larmes aux yeux en fait. Parce que je suis comme un dingue en fait. Ouais, on sent l'intensité que tu voulais mettre. Ouais. C'est comme si on te l'enlève là. Et on l'enlève. En fait, j'ai à 90% du passage. En fait, je suis là, je suis à 90-95%. Il me manque un truc. Je voulais vraiment donner le meilleur pour. Pas donner le meilleur pour moi, mais donner le meilleur pour le patron et Raphaël parce que c'est eux qui m'ont appris. Hein. C'est eux qui m'ont fait confiance. Et je voulais leur dire voilà, même à 53 balais, les jeunes là, les petits jeunes, je suis capable d'envoyer quoi. Je voulais leur montrer que. Ouais, vas-y. Je voulais vraiment leur montrer que c'est pas parce que j'avais 53 ans que je n'étais pas capable d'envoyer quoi. Je voulais vraiment montrer que j'allais envoyer jusqu'au bout quoi. Et en fait, j'étais déçu. Je crois que je l'avais dit. Hein, moi j'ai vraiment senti pas une guerre de génération, mais que tu voulais représenter quand même cette génération, alors que t'avais maintenant tout le monde te connaît et t'as vu sur les vidéos, mais c'est vrai que peut-être les jeunes espagnols ou d'autres t'ont pas vu en live. Et souvent, sur les vidéos, on sait jamais. Comme on dit, peut-être qu'on croit que tout ce qu'on fait, c'est des tournages ou machin. Ah non. Mais c'est vrai que je sentais que tu voulais défendre ton âge un peu. Ouais, c'était vraiment ça. Et ton intensité, et ce que tu étais capable de mettre. En fait, c'était de montrer que l'aïkido, en fait, il y a pas de limite, en fait. Pour moi, quand tu vois le patron, en fait, quand tu vois ce qu'il est, quand tu vois que sur certaines vidéos, les gens connaissent pas son âge, mais ou je crois que à un moment donné, si je crois que tu le mettais, mais il a. Moi, je l'ai vu frapper à 60 ans. Plus de 60 ans. Moi, j'ai 10 ans de moins par rapport à cette époque-là, quoi. Donc, quand tu vois comment il envoie, tu te dis, mais en fait, j'ai encore de la marge de progression, quoi. Oui, je serai jamais. C'est le patron, Raphaël, voilà, ils sont à part. Toujours à part. Ils sont à part. Ça, on est d'accord. Ouais. Mais ça veut dire que j'ai encore une marge de progression, quoi. Donc, je voulais quelque part montrer que, je vais envoyer, quoi. Je vais envoyer. Et en fait, j'ai toujours fonctionné avec ça, quoi. Et donc, du coup, j'étais un peu déçu d'être pas allé au bout. Mais vraiment. Et d'ailleurs, quand on a terminé, quand le patron nous a félicité en fait, pour le passage, je sais pas si on le voit, mais il y avait peut-être des photos où, effectivement, je me retourne et puis, en fait, j'ai les larmes qui... Je crois que c'est la première fois où je pleure après un passage, en fait. Quand je dis je pleure, t'as les larmes aux yeux, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai les larmes aux yeux parce que j'étais à la fois content d'avoir envoyé et j'avais les larmes aux yeux parce que j'aurais voulu montrer au grand maître que, je suis jusqu'au bout, quoi. Je lâche pas. Et le fait d'avoir pas pu faire les 3-4 derniers coups de pied, là, un peu déçu de ça, quoi. Mais c'était pour moi un des passages les plus intenses, en fait. Vraiment. Le plus intense que j'ai jamais vécu, c'est celui-ci. Il était intense en émotion, surtout. Moi, j'ai vu ton 3, 4, 5 et 6. Le 5 était incroyable aussi, mais différemment. Différemment. Et le 6, oui, on voit, j'ai des photos, mais que j'ai pas publiées, parce que... Mais oui, t'es très touché. T'es peut-être aussi touché parce que t'es un des premiers 6e Dan aussi qui arrive là. Le premier de Saint-Didier au Mont-d'Or.
Donc peut-être que... Oui, en fait, ça fait quoi c'est d'être- très symbolique, en fait. C'est très symbolique parce que moi, j'ai jamais commencé l'apkido pour devenir un master. D'ailleurs, je n'utilise jamais ce mot-là pour moi parce que pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie. Le patron, Raphaël, d'autres personnes. Moi, je ne me considère pas comme un maître. Parce que j'ai ma vie, mon boulot, ma famille, etc. Mais oui, il y a ce côté, effectivement, où je me dis, quand je regarde en arrière, je me dis, tu te rends compte, tu as commencé, tu es arrivé avec ton bandana, là, et tu as fait ce parcours-là, en fait. Et je m'étais jamais vu, enfin, je pensais pas un jour, ne serait-ce qu'aller en Corée, quoi. Mais jamais de la vie, quoi. Et en fait, tu arrives, tu es 6e dan. J'avais même été la première 4e dan, en fait, de Raphaël. Ça aussi, c'est encore une autre histoire. Quand je l'avais passé, c'était en 2012 ou 2013, je sais plus. Et à cette époque-là, Raphaël, quand on était dans la chambre, je sais pas si tu y étais. Oui, je crois. On t'a dit que c'était la première. Et qui me donne la ceinture, en fait. Donc, on me l'a donné dans la chambre, là, on était tous. Hein. Et de manière vraiment solennelle, hein, ça m'avait marqué, ça, parce qu'en fait, il me dit t'es la première dan, ma première 4e dan. Et je lui dis, dans la tête, non, mais comme Steve, comme d'autres. Il me dit, non, mais t'es ma première élève qui est rentrée ceinture blanche et qui finit 4e dan. Et ça, c'était un honneur. Enfin, voilà, quoi, ça, voilà, on est en train de le dire là, mais j'ai très peu de gens qui le savent, mais pour moi, c'était énorme, quoi. Et là, en fait, d'avoir encore renouvelé ça sur la 6e dan, ouais, c'est un truc, ça vaut 1000 fois les diplômes ou tout ce que tu veux. Ça, c'est un truc, enfin voilà, t'as pas besoin d'une médaille ou d'une coupe ou d'un diplôme. C'est un truc qui reste marqué. Et même si les gens s'en souviennent pas, enfin moi dans mon esprit, tu sais. Ouais, c'est à vie. J'ai pas besoin de me montrer aux gens. C'est dans ma tête, c'est entre moi, Raphaël et le patron, quoi. Puis de passer des dan en Corée aussi. Moi, j'ai souvent des questions des élèves. Ah, mais passer une ceinture noire en Corée, passer un dan, ça doit être quelque chose par rapport à ici. Et... Je voulais que je parle de la. Écoute, t'as vu quand on discute, il y a plein de trucs qui reviennent. La première fois que j'ai passé quand j'ai passé ma première dan, je l'ai passé en Corée. C'est mon premier voyage. Premier stage en Corée, on est 4. 4, si vous vous imaginez un stage à 4. Et alors je ne vais pas rentrer dans les détails du stage, je m'en reparlerai peut-être après ou une autre fois, mais quand j'ai passé ma première dan en Corée, je la passe. Le patron nous félicite. Il y avait Alexandre Sorey qui avait passé sa 2e dan. Et on est dans le bureau du patron à Hansan. Je ne sais pas si tu as connu Hansan. Tu te souviens? Oui, tu as connu Hansan. Oui, tu as connu. 2 fois. Extraordinaire, Hansan. Et on est dans le bureau du patron. Et donc, il me remet officiellement ma ceinture. Donc, il faut savoir que, effectivement, Et quand on fait la photo, il m'a pris la main, en fait. Il m'a pris par la main. Et ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire... c'est incroyable. Je sais pas comment expliquer ce truc-là, en fait. Quelqu'un qui te prend par la main, quoi. Un gars qui n'a pas eu toute ta culture, qui pourrait être qui a l'âge de... Le patron, il a l'âge de mon père, quoi. Ah, il y a beaucoup de messages dedans, quoi. C'est juste énorme, quoi. Et quand on prend par la main, la ceinture, tu l'oublies, parce qu'en fait, c'est la main qui compte, en fait. Ouais. C'est plus la ceinture, là. La ceinture, ouais, il y a la ceinture. Mais il te prend par la main, quoi. Le tactile, ça a beaucoup de signification, le tactile, quoi. C'est pas... Ouais, bien sûr. Oui, la ceinture noire, oui, il y a un symbole, etc. En Corée, ceinture noire, oui, tu commences à petit. Mais quand une personne te prend par la main, ça a beaucoup, beaucoup de signification et ça a beaucoup de valeur. Vraiment. Et ça... Ça, quand t'as vécu ça, en fait, t'as des étoiles. Ah ouais, t'as vraiment des étoiles, quoi. Donc oui, du coup, c'est ce qui a fait qu'après, j'ai cet investissement que j'ai eu, cette volonté de toujours d'y aller à fond et de se dire, tiens, je passe mes dan en Corée parce que c'est
la symbolique qui est très forte. Donc oui, j'ai passé ma première Dan. La deuxième, je l'ai passée à Lyon. La troisième, je l'ai passée en Corée. La quatrième, je l'ai passée en Corée aussi. La cinquième, je l'ai passée avec mes deux acolytes à Fleurieux, où c'était, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, c'était différent. C'était très gros rythme. Un rythme de malade. Un rythme de malade, parce qu'on a fini, je crois qu'on on est parti ensuite au Quick, ou je sais plus où, au KFC, on n'en sait rien, un truc comme ça, on s'est enfilé du coca, parce qu'on était, je pense, à l'hypoglycémie, mais vraiment. Mais même les shooters, hein, ils étaient... Et la sixième, là, ouais, l'année dernière, en Corée, ouais, voilà, quoi, c'est la symbolique de la Corée, de passer tes grades devant le grand maître, pour moi, c'est hyper important. Et de la passer en Corée, c'est encore... c'est autre chose. Parce que là, on est au cœur on est au berceau de l'Apkido, on est devant des figures de l'Apkido. Là, au mois d'août de l'année dernière, il y avait Kim Moon-tae aussi qui était là. Le nouveau représentant de la JK, qui vient te voir, qui te dit... qui te félicite, quoi. Donc, c'est génial. Alors que les mecs, ils sont... Très haut. Pendant le premier épisode, vous avez cité des personnes, là. Moi, je les ai vus à cette époque-là. J'étais traumatisé, moi, de les avoir vus, ces mecs. J'étais traumatisé. Sincèrement, en fait, et je crois qu'on se rend pas compte. Si on parle comme Masterion, par exemple. Ah, c'est incroyable. On reviendra, on fera peut-être je pense, ouais, un épisode sur eux. Ouais. On coupe 2 secondes. Ouais. Ah, vas-y, dis. Non, moi, c'est revenir sur l'intensité, parce que c'est de passer ton 6e Dan, il y a le 2e d'abord, 3e, 4e, 5e, on se rend pas compte. Déjà, juste passer 4e, comme on en a chié physiquement, je me dis encore 2 Dan en plus, et l'entraînement avant pendant une semaine, tous les jours, et ce qui est incroyable, c'est le fait que tu te mets dans ta bulle, j'oublie l'entraînement d'avant, ça, c'est je fais reset, c'est incroyable. En fait, il faut vraiment faire reset. Il faut... Ouais, parce que sinon, si tu te dis, tu commences à calculer, tu te dis, putain, mais j'ai quand même fait 3 heures d'entraînement ce matin, putain, là, j'ai même pas eu le temps de manger, j'ai pas eu le temps de boire, bah, t'es déjà en train de te fixer des limites, en fait. Ouais, c'est ça. Le corps humain, c'est une machine phénoménale. Quand tu vois ce que font les Coréens, du moins cette ancienne génération avec qui Raphaël s'est entraîné, la marge de progression, elle est énorme, quoi. Oui, alors certes, on n'est pas dans ce milieu-là constamment, mais on a la chance d'avoir Raphaël qui pour moi, franchement, je sais pas, il est habité par l'Apkido. Enfin, moi, je reste parfois quand je le vois, alors je ne le dis pas tout le temps. Il faut bien faire trop de compliments quand même. Mais non, mais voilà, franchement, des fois, il m'impressionne, quoi. Mais vraiment. Les gens l'impressionnent. Les gens sont impressionnés quand on voit vouloir faire des coups de pied, etc. C'est très impressionnant. Il n'y a rien à dire. Oh, c'est pas le plus. Oui, mais moi, il m'a impressionné dans des situations où en fait, c'est sa posture qui est impressionnante. Un exemple. Ouais, j'ai un exemple très précis. Bon. Ouais. Ouais, donc il y a Raphaël, effectivement, il est techniquement, c'est un monstre, enfin, en termes de coup de pied, les techniques. Et puis moi, dans les techniques, c'est pareil, je l'ai vu aussi évoluer parce que, voilà, plus il avançait, plus il avait cette connaissance des techniques et plus les techniques faisaient partie de lui, quand on le voit. Habité. Vraiment habité, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'était un jour, on était sur un forum, je crois, à Champagne-le-Mont-d'Or, donc forum des associations, et on est là, et en fait, les gens viennent, et puis là, c'était un peu en extérieur, ouais, il me semble que c'était en extérieur, et les gens pouvaient venir essayer. Puis il y a un gars qui vient, et je le sentais un peu chaud, le mec. Et à un moment donné, il dit, quand j'ai une Raphaël, il me dit, mais moi, si je te ceinture, tu pourras pas, quoi. Et là, je vois la scène. Donc, il vient, il l'attrape, en fait, par derrière, puis il le serre vraiment, quoi. Vraiment.
Et je dis, merde. Parce que là, moi aussi, j'ai eu plein de fois ça. Tu sais pas si tu vas franco, mais on sait pas. Ou tu sais pas si tu joues avec lui. C'est tout le temps délicat. Et en fait, c'est le jour-là, pareil, il m'a vraiment marqué. Alors, je sais plus c'était quand, ça remonte une dizaine d'années, mais c'est pareil, c'est là aussi où j'ai compris un truc, en fait. C'est que je vois Raphaël et qui en fait, tu vois qu'à chaque moment, il maîtrise vraiment la situation. Le mec en face, il pense qu'il est en train de le tenir. Et en fait, je vois que Raphaël, en fait, il se laisse faire, il se laisse mener. En fait, et c'est exactement ce qu'on apprend quand tu commences à être 3e, 4e dan. Et je sais pas comment il fait. Si je pense, parce qu'à mon avis, je crois qu'il lui chope les doigts. Et le mec se retrouve par terre, avec le genou de Raphaël sur la nuque, là. Et là, je dis, ouais, d'accord, ok. Waouh. Et en fait, tu comprends que c'est un master, quoi. Et tu comprends qu'il maîtrise. Et tu comprends qu'en fait, la technique que tu apprends, nous, on est là, on l'apprend. Alors, on apprend, effectivement, oui, il y a des bases. Le gars te tient, mais quand quelqu'un te tient dans la rue, en fait, c'est pas il te tient et il est statique. Non. Il essaie de te faire tomber, quoi. Et là, le gars, c'est exactement ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'il a attrapé Raphaël et il voulait ou soulever ou le faire tomber, mais... Et en fait, à aucun moment, il a pu le faire. Et je te dis, il finit par se retrouver au sol avec le genou de Raphaël sur la nuque, quoi. Et tu dis, ouais, c'est efficace. Et ben là, ce jour-là, c'est une des fois où Raphaël m'a... Il y a plein de fois, mais là, il m'a vraiment impressionné, en fait. Et c'est là où tu comprends que tes techniques que tu apprends, en fait, on les apprend... Oui, on est face à face. Dans un cadre. C'est un cadre. Ouais. Parce que c'est important d'avoir un cadre quand on apprend quelque chose. Mais en fait, ouais, c'est très fluide, quoi. Ouais. C'est très fluide. Et c'est vraiment la technique... En fait, il a fait une technique qu'on apprend quand tu es saisi dodo, de base, en fait. Mais il faut la placer sur le contexte du stress, le mouvement, la force de l'autre, etc. Et ouais, il m'a impressionné, mais vraiment. Impressionnant. Je vais revenir un peu en arrière. Moi, quand je suis arrivé, 2010, tu devais être du coup 2e dan, puisque tu as passé le 3e dan en 2011, quand j'étais là. J'ai vu en Corée. J'ai la vidéo de toi où tu prends ton bâton dans le tibia. Tête, hein, on le mettra. C'est une séquence. En fait, tu fais la manipulation, le grand maître, c'est nickel. Le grand maître te dit d'arrêter. Tu continues quelques secondes et c'est là que en fait, j'entends pas le patron qui me dit stop. Je suis dans moi. En fait, c'est pareil, je suis encore dans ma bulle, en fait. Ouais. Je m'étais, je suis rentré dans ma bulle, j'étais dans mon truc et j'entends pas et en fait, je me prends dans la tête, je me prends dans le truc. Mais c'était un... Ouais, c'était énorme. Mais du coup, je voulais revenir au... Moi, quand je suis arrivé, tu remplaçais beaucoup Kwon Janim. Par exemple, tous les samedis matins, quand il était en stage, je me rappelle que c'est toi qui faisais... Mais j'ai fait pas mal de cours où c'est toi qui dirigeait. Comment tu t'as beaucoup remplacé et t'as beaucoup fait partenaire aussi de Kwon Janim pendant les démos à une certaine époque. C'est pareil, c'est comment c'était en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai commencé l'Apkido, j'ai commencé pour moi. Et je m'étais jamais imaginé aller faire un cours, en fait. Donner un cours, jamais de ma vie, quoi. Alors, les gens, quand on me voit, me disent que ouais, je fais peur ou je suis impressionnant. Enfin, moi, là-bas, je suis un super timide. Je suis un super timide. Mais quand je dis ça, les gens se rigolent ou se foutent de ma gueule parce que on croit pas. En fait, ouais, vraiment, là-bas, je suis extrêmement timide. Mais je pense que voilà, le métier que je faisais à l'époque où j'étais représentant et l'Apkido, en fait, m'a peut-être permis de m'ouvrir, d'être plus à l'aise, d'avoir certainement, je pense, confiance en moi. Et en fait, comment je me suis retrouvé à faire des cours, c'est que j'avais mon fils à l'époque, Ayman, qui aujourd'hui est prof de tennis, rien à voir avec l'Apkido. Pourtant, il était très bon. Mais du coup, je l'emmenais, donc, et puis petit à petit, en fait, je restais à son cours. Et d'ailleurs, à l'époque, on n'avait que 4 gamins, parce qu'il y avait mon fils, il y avait Tracy. Ouais, bien sûr. Tracy. Et puis 2 autres. Et du coup, petit à petit, je me suis retrouvé à être un petit peu l'assistant, entre guillemets, quoi. Mais voilà. Au début, tu tiens les raquettes. Oui, pas grand-chose, quoi. Et donc, je passe ma première dan, et puis ensuite, je passe ma 2e dan. Et à l'époque, il y avait le club de Lisieux. Je ne sais pas si tu l'as connu, ce club. Non, c'était fermé déjà, mais... Et c'était un club que tenait Cyril, à l'époque.
Je crois qu'il avait été repris à un moment donné par Mohamed et Alexandre, je crois aussi. Et on voulait pas le fermer. C'était un petit club assez sympa, une petite salle. Et Raphaël, lui qui habitait à l'époque, habitait à Lisieux, il me dit, écoute, est-ce que ça te dit de reprendre ce club? Et là, en fait, moi, je m'ai renseigné, quoi. Non, mais si, mais tu sais faire et tout, tu connais maintenant, tu fais les ados, Je dis, ok. Et en fait, donc je me suis retrouvé à donner des cours pour la première fois de ma vie. C'est pareil, c'était quelque part aussi un challenge parce qu'il fallait surpasser un peu ta peur parce que c'est pas facile de donner un cours devant des gens, en fait. Sûr. Et c'est comme tout, en fait. C'est comme quand je m'entraîne, en fait, je vais à fond, je vais au-delà, en fait. C'est-à-dire que je surpasse ma timidité, j'ai ma voix qui porte, mon ton qui est directif, et du coup, je me retrouve à faire des cours à Lisieux, en fait. Et à Lisieux, alors, c'est pareil, il y a beaucoup de gens aussi, c'est sympa, on raconte plein de petites choses, là. Tu peux. Qui c'est que je rencontre à Lisieux? Kevin. C'est là qu'il a commencé, Kevin. C'est là qu'il a commencé, en fait, Kevin. Et en fait, Kevin, tout de suite, j'ai vu que Kevin était mordu. Mordu d'un petit dos. C'était un bloc. Et il adorait servir de partenaire. Et en fait, il était là à tous les cours, quoi. Mais vraiment, quoi. C'était... Et j'ai fait, je crois, pendant 2 ans, je crois, à Lisieux, quelque chose comme ça, en fait. Et à cette époque, il y avait Kevin, il y avait un gars qui s'appelait Xavier, et il y avait aussi nos deux retraités, Guy et Philippe, qui sont toujours là, quoi. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, à plus de 70 ans, ou je sais pas combien, mais... Et en fait, j'ai pris cette assurance, en fait, de donner cours à Lisieux, en fait. En fait, j'ai appris à être prof à Lisieux, en fait. Et puis, je faisais aussi mes entraînements à Saint-Didier. Donc, des fois, je faisais Lisieux. Quand je montais à Saint-Didier avec Kevin, on remontait. Et Kevin, c'était mon élève que j'avais... C'est la ceinture noire. Lui et Xavier, c'était les 2 premières ceintures noires, en fait, que j'ai présentées à Raphaël. Je crois que malheureusement, le jour où ils sont passés, j'étais pas là. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'assister à leur passage de grade. Mais Kevin, ouais, c'était mon élève quand j'étais à Lisieux, et quand je vois le parcours qu'il a, c'est juste énorme, quoi. Incroyable. Ouais. C'est juste incroyable, parce que à cette époque-là, il avait 14 ans, je crois, 15 ans. Ah ouais. Ouais, il a dû commencer à 14. 14-15 ans. Je me rappelle, il était parti une fois avec nous à l'Anaken, en Belgique. En Belgique. Je crois qu'il était encore ceinture jaune. Il y a jaune, il y a des photos, je les mettrai pas. Et il y a des photos. Et quand je vois son parcours, c'est juste hallucinant, quoi. Incroyable. Et comme vous dites, pas pareil. Il défie les lois de la nature, quoi. Clairement, quoi. Clairement. Et ouais, quelque part, c'est aussi une fierté de l'avoir eu et puis de le voir aujourd'hui. Et après, bien entendu, une fois qu'on est arrivé, après, on a fermé Lisieux. Mais encore une fois, c'est pas moi qui ai fait Kevin. Kevin, c'est quelqu'un qui s'est donné à fond, quoi. C'est quelqu'un qui s'est donné à fond. Si tu te donnes pas à fond, tu peux pas y arriver, quoi. C'est pas Miloud, c'est pas... Oui, t'as un prof qui te donne, qui te montre des techniques, mais Raphaël plusieurs fois, donc oui, il nous montre les techniques. Après, les gars... Ça dépend plus de l'élève que du... Oui, le prof, il est là parce qu'il va te donner des détails, et puis en fonction de... Il va te regarder, et puis il va dire, celui-là, attends, pour le corriger, je vais lui montrer ce détail-là, je vais lui donner ce détail-là, mais après, c'est à toi de faire le truc, quoi. Et encore une fois, Kevin, ouais, c'est juste hallucinant de le voir. Ouais, carrément. Donc, du coup, voilà, je me suis retrouvé à être prof. Et une fois après, quand on a fermé Lisieux, donc on s'est retrouvé après à Saint-Didier. Et très rapidement, Raphaël m'a proposé effectivement de me remplacer. Et là, c'était encore autre chose parce que du coup, à Lisieux, c'était la campagne, donc ça allait. Quand j'avais Kevin, moins d'élèves. Il y avait moins d'élèves, un peu plus restreint, tu vois. Et Saint-Didier, en fait, c'était totalement autre chose. En fait. Vraiment. Et parce que là, en fait, il y avait tous les autres. Il y avait Bruno, il y avait tout le monde, quoi. Donc, il y a aussi tes partenaires d'entraînement. Ouais. Bah oui, partenaires d'entraînement. Et donc, du coup, tu prends une autre dimension, en fait. D'autres dimensions. Et en fait, tu comprends que ton prof te fait confiance. Et du coup, il faut pas décevoir, en fait.
Et pour moi, c'était un honneur. C'était vraiment un honneur, quoi. Donc, là, c'est pareil, on est passé à un autre cap, quoi. Je pense que ça m'a aussi obligé à me dire, faut que tu sois meilleur, quoi. Parce que moi, je me trouvais nul. Bah, je me trouvais nul, ouais. Je me suis dit, non, mais attends, voilà. T'en avais certains qui étaient super souples, qui étaient super hauts, etc. Et tu te dis, putain, je suis le prof quand même, donc il faut que j'assure, quoi. Ça t'a poussé à t'entraîner encore plus, Mais avec encore plus d'intensité. Encore plus. Ouais. Encore plus. Et puis, petit à petit, Raphaël qui me disait, donc, quand il partait en déplacement, comme tu l'as dit, j'ai fait beaucoup de déplacements avec lui. Une fois, j'avais calculé, je crois qu'en moyenne, je devais faire plus de 30 jours de déplacement par an avec lui. C'est énorme. C'était génial. énorme, Ouais. en fait. Et bon, après, il y a plein de choses que je ne peux pas trop raconter. Bip. Mais des voyages à Porto, à Madrid, Barcelone, en Hongrie, voilà. C'était. Et plus je voyageais avec lui, plus on échangeait, et plus je découvrais l'apkido, et puis plus tu prends confiance parce que tu arrivais dans des endroits où les mecs avaient 3, 4, 5 barrettes. Toi, t'es là, tu dis, oh, putain, quand même. C'est dégradé ici. C'est dégradé quand même. Donc, et puis tu t'aperçois que, oh ouais, d'accord, il y a 4-5 barrettes, mais en fait, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Et tu prends confiance parce que tu te dis, ouais, toi, tu es capable de tenir un échauffement, une série de coups de pied, et puis t'en vois certains, ils n'ont même pas fait l'échauffement, quoi. J'en ai vraiment vu. Ah ouais, moi aussi. Moi, j'en ai vu plein, très sincèrement, jeter l'éponge à l'échauffement. Ouais. Ouais. Mais vraiment. En stage, il y en a eu plein. J'en ai eu plein. Mais après, oui, soit effectivement tu te dis j'ai pas le niveau et je vais me rebooster, ou soit en fait tu fermes les yeux, tu dis j'ai rien vu et Tu passes ton chemin. Je passe ton chemin. Ah, c'est sûr. Mais voilà, après chacun choisit comme il veut, mais du coup ouais, tu te dis ouais, j'ai eu cette chance là et encore une fois j'avais encore jamais servi vraiment de partenaire à Raphaël, à Kwanjani. Et la première fois, c'était en Corse, quoi. Cet épisode que tu as Cet raconté. épisode-là, ouais. Vidéo, là, ouais. Cette vidéo-là, en fait. Ouais. Et c'est pareil, c'est encore une autre dimension. Ouais. Parce qu'il y a des très très bons shooters chez nous. Mais quand tu t'entraînes, en fait, il faut qu'il y ait une espèce de symbiose entre eux. Ouais, il faut que l'interaction entre les deux se passe bien. Il faut que ça se passe, en fait. Bien sûr. Parce que c'est même pas histoire de gabarit. Je parlais de Ruben, on n'a pas du tout le même gabarit. Ouais. Quoi. Je suis 20 kilos plus que lui. Mais si l'alchimie, elle est là, voilà. Et puis vraiment l'alchimie, parce que avec Raphaël, une fois, on était au Maroc, où on fait une démo, et je me fais une cheville quand même. Donc, tu vois, l'alchimie, des fois, elle est là, mais si t'es pas dedans, la blessure, elle est vite arrivée, quoi. Et au Maroc, la cheville, Raphaël, il s'en rappelle. Hein. Si tu t'en souviens, tu l'as entendu, ma cheville, quand elle a fait crac. Et ma cheville, elle a vraiment fait crac. En fait. Et on finit la démo, parce que tu serres les dents, tu finis la démo, et je me lève, et puis après, je remonte ma cheville, là. Puis je la regarde, puis elle gonfle toute seule, quoi. Ouais. Et il faut dire que voilà, ça triche pas, ça joue pas. Hein. La technique, elle y est, quoi. Si tu suis pas. Et au-delà que ce soit c'est un honneur d'être partenaire avec son maître, c'est aussi très formateur d'être entre ses mains pour une démo et pour toutes les autres. En fait, moi, le meilleur moment où j'ai appris la technique, c'est pas quand on me la montre. C'est quand tu l'as subi. C'est quand je l'ai subi, en fait. Ouais, c'est pour ça que je te pose cette question. Je trouve que c'est vraiment un moment où tu peux apprendre beaucoup. En fait, quand tu subis la technique, en fait, tu comprends la douleur. Et du coup, pour moi, c'était ça. C'est-à-dire que je la subis et après, je vais être en capacité de la retranscrire, en fait. Parce que tu connais l'intensité de la douleur, tu vois comment elle est produite, en fait. Et quand tu vas la refaire, la technique, en fait, c'est là tu vas ressentir les trucs et tu vas voir l'angle et tu vas ressentir la douleur parce que tu la connais, tu l'as dans ta tête et tu vas être en capacité de la reproduire. Moi, j'ai jamais autant appris qu'en étant partenaire de Raphaël mais vraiment. Et quand je dis à certains, parce qu'on trouve par exemple que moi je travaille dur, je sais pas si c'est le cas,
Mais c'est pas que j'ai envie de faire mal, c'est que parce que j'ai toujours travaillé comme ça, en fait. Ouais. Et sincèrement, passer dans les mains du patron, enfin, dans les mains de Raphaël, passer dans les mains du patron aussi, vous allez comprendre ce que c'est que faire mal. Mais vraiment. Parce que moi, avant, je le voyais et je le comprenais pas. Mais non, ça rigole pas, quoi. Dans les vidéos, vous avez souvent entendu partner smile, why? No smile. Mais ouais, si tu fais la technique, tu vas pas rigoler. Il n'y a pas de smile. Il n'y a pas smile. Et s'il y a une fois il y a du smile, en fait c'est nerveux, c'est juste que On tu pleure souris de pour pas souffrance. pleurer, ouais. On aime bien aussi. Ouais, tu souris, tu rigoles parce qu'en fait sinon tu pleures. Tu pleures. Mais je sais pas comment l'aborder, ce thème. C'est quel le dernier thème? Comment bien s'entraîner, en fait. Comment tout mettre en œuvre pour bien s'entraîner quand tu démarres ceinture blanche. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'écoutes? En fait, je voulais partir sur le fait que j'ai découvert il y a pas longtemps, je regardais mes élèves, j'étais en train de donner le cours, et je me dis, tiens, je finis en fait les Jeki Chagi, et tu sais, après on sursaute pendant 10 secondes, jusqu'au compte de 10, et j'en vois qui s'arrête à 2. Ouais. En fait, je lui dis, j'ai donné une consigne qu'il ne fait pas. Alors peut-être qu'il est en forme, il n'a pas besoin, mais... Et en fait, je me suis dit, tous ceux qui sont devenus forts chez moi, c'est les gens qui m'ont le plus écouté. Et que si t'écoutes pas ton prof, si à partir du moment où tu fais confiance à ton prof, fais tout ce qu'il te dit, que ça soit sautiller, que ça soit un truc peut-être qui n'a rien à voir, mais en fait, t'es en train aussi de mettre un lien avec le prof, parce que moi, je donne moins à quelqu'un qui est pas en train de m'écouter à fond. Et peut-être lui, il s'intéresse plus, je vais plus lui donner, je vais aller lui donner un petit détail en plus par là parce que il a bien travaillé, je vais aller sans être en mode gourou, tu vois, mais il va se passer un truc entre nous et en fait, il fait tout ce qu'il faut, c'est de faire à sa place, de faire tout ce qu'il faut pour arriver à être comme moi, pas à être comme moi, mais à se diriger vers ce que je lui montre, ce que je suis, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est que ce que doivent comprendre en fait les gens qui démarrent, c'est que nos cours en fait sont extrêmement bien structurés. L'échauffement, c'est pas un échauffement anodin en fait. Moi, Raphaël m'a toujours expliqué que l'entraînement, il est extrêmement bien fait, il a un but bien précis. Si on commence par un ordre, en fait, il y a une logique. Bien sûr. Les techniques, il y a une logique. Alors je suis pas là pour critiquer les autres arts martiaux, mais on peut pas commencer des techniques sur défense contre couteau par exemple, qui est déjà extrêmement compliqué, alors qu'on n'est pas capable de sortir d'une saisie par exemple. Et en fait dans nos programmes il y a cette logique, et quand tu comprends cette logique tu te dis mais c'est normal, enfin voilà quoi. Donc en fait à partir du moment où tu as un programme, il faut suivre ce programme parce qu'il faut suivre cette logique. Et cette logique-là va t'amener à quelque chose en fait. Donc, tu peux pas commencer à vouloir faire un coup de pied à la tête alors que tu n'as même pas compris comment on arme un coup de pied, quoi. Et comme tu dis, si à un moment donné on demande de continuer à sautiller, il y a une raison. C'est pour... tu reprends ton souffle, et puis on est en train de gérer un rythme. Donc si tu casses le rythme qu'on te donne, t'es plus dans tu vas louper des choses. C'est comme le coup de pied, si on les fait par 5, on les fait par 5, quoi. Donc, et le jour où tu passeras à faire des coups de pied par 3, et on le reconnaît tous, hein, quand on est sur un coup où les coups de pied sont par 3, on sait que ça va, quoi, on gère 3. Quand c'est 5, c'est pas pareil. Parce que dans ta tête, déjà, tu te dis, ah oui, mais après les doubles, on va les faire par 5. Ah oui, mais ça fait 10 coups de pied, alors, en fait. Mais c'est tout bête, hein, mais c'est des trucs comme ça. Et je pense que quand quelqu'un comme ça, quand on démarre, en fait, si, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si tu te fixes des limites, tes propres limites, en fait, tu resteras toujours dans ta zone de confort. Si tu veux progresser, il faut sortir de ta zone de confort. Donc, si toi, là, tu as fait des shake-shagi, et ensuite, effectivement, on doit continuer à sautiller, tu te dis, c'est bon, ça sert à rien, parce que c'est plus facile. Mais non, mais qui te dit que c'est plus facile? Continue à les faire. Parce que si je te demande d'aller faire pendant 1 minute, tu verras que ce ne sera pas pareil. Donc, à un moment donné, si on veut progresser, il faut faire tout ce qu'on vous demande de faire. Il faut aller au-delà. Et tu as dit un truc tout à l'heure qui était intéressant, c'est qu'effectivement,
c'est ça qu'il a dit, je sais plus, mais dans le sens où le prof, il va voir que tu apportes quelque chose. Il va voir que tu essayes. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant, parce que si je vois que tu fais des efforts, ben, je vais t'aider à avancer. Bien sûr. Mais si tu me donnes rien, ben, en fait, tu me montres pas que tu as envie, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord l'élève qui décide de bien progresser, et en réponse, le prof va lui donner peut-être un peu plus à lui. Moi j'ai plein d'exemples. On en parlait tout à l'heure au repas, où on racontait, on peut être assidu au cours, venir à tous, mais il y a des chemins différents. Moi j'ai commencé avec un groupe de 4, dédicace Hamza, Sabra, Thierry. Eh ben, on n'a pas du tout évolué de la même manière. On s'est entraîné autant, mais ça n'a pas fait la même chose. Déjà, je me suis pas arrêté. Et ensuite, comme je disais à Kwanjanine tout à l'heure, quand le cours finissait, moi, je m'asseyais contre le mur, et il y avait Kwanjanim et Kevin qui frappaient les judolas. Et moi, pendant 20-30 minutes, je restais comme ça, je regardais. J'étais le seul dans la salle, tout le monde était parti. Et je regardais. Et un jour, ils m'ont dit, tiens, tu peux tenir les raquettes ? Je suis arrivé, j'ai tenu les raquettes, ça part, j'arrivais pas, mais je voyais les deux frappeurs, deux kickers, et je tenais les cibles. Il me dit, et un jour, tu veux kicker ? Ok. Et j'ai commencé à kicker. J'avais le même entraînement que tous les autres, mais je donnais plus. Ça, c'est un exemple. J'en ai beaucoup de ce qui a fait la différence entre moi et d'autres, et comme on a tous eu. Mais c'est un exemple de, je m'intéresse un peu plus, je donne un peu plus. Dès qu'il y avait un truc, je pense juste à ta phrase à propos des limites. Un des premiers trucs que j'ai appris dans le livre de Kwanjanim, la biographie, il dit lui-même, ce que j'ai appris du grand maître en premier, c'est ne pas se fixer de limites. Cette phrase, moi qui étais très blessé, ça a été mon leitmotiv tout le début. Et en fait, je l'ai très vite compris. Par exemple, première année, 1 mois après mon début, moi j'avais acheté le livre. J'avais tout acheté parce que ça m'intéressait beaucoup. J'étais passionné, je voulais tout savoir, tout emmagasiner. Et les gens allaient à un resto, je voulais pas louper, parce que peut-être il y allait avoir des informations, j'allais peut-être apprendre un petit truc là, du coup j'étais partout, j'allais partout. Il y avait un stage, je viens. Et du coup, je pense que vraiment pendant les 5 premières années, j'ai rien loupé de ce qui se passait. Quand Kwanjanim était quelque part, j'y étais. Il montrait un truc dans la salle, j'étais en train de regarder, je suivais tout. Tu avais une implication qui allait au-delà des tapis. Ouais. Aussi. En partant avec beaucoup moins que les autres, mais j'ai dépassé parce que j'y mettais plus de temps, j'y mettais beaucoup plus d'envie. Toute la journée, je pensais qu'à ça. Il y a autre chose. Et puis le prof, tout à l'heure tu l'as dit, le prof va le ressentir. Exactement. Moi je pense que, tout à l'heure tu l'as dit, c'est pareil, moi j'avais pas des aptitudes à faire des arts martiaux. Je suis pas souple, je suis pas shooter, je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être ce qu'a vu Raphaël, parce que il a peut-être vu effectivement ma volonté, mon envie de me dépasser, etc. Et quelque part... Vas-y, si t'arrives à finir ton... ouais, donc quand tu t'entraînes, moi je pense qu'à un moment donné, si je me retrouve aujourd'hui à la place à laquelle je suis, en ayant donné des cours, participé à des stages à l'étranger, avoir servi de partenaire à Raphaël, etc. C'est parce que je pense que Raphaël, dès le début, peut-être pas dès le début, mais il a senti ou qu'à un moment donné, j'avais cette volonté d'y aller. Et quand ton prof ressent ça, en fait, il a envie de t'accompagner, quoi. Si tu donnes envie à ton prof, si toi tu montes ton envie, ton prof il va la ressentir pour cette envie. Donc en retour il va te donner, quoi. Tu vois, si tu t'entraînes bien, si tu as le bon comportement, parce qu'il y a aussi des génies mais qui se comportent pas de la manière qu'on attend, du coup vous aurez rien. Moi je leur ai toujours dit, mes élèves, je peux te faire aller très haut, mais je peux aussi te laisser là. Enfin, tu t'entraînes, mais je vais pas donner beaucoup. Le grand maître, Jean me l'a dit, on en avait, alors je vais pas le citer, je vais pas donner son nom, c'est pas le but de balancer, mais on en avait un qui était très bon, et par contre en termes d'attitude, c'était pas ça. Et tu peux pas aller loin. Non, mais le patron, le grand maître, clairement, Jean me l'a dit. Mon gros, il m'a dit, ouais, ok, il est bon, il me dit, mais no good, quoi. Il le dit. Il le dit, hein.
Dans Et son il le dit. interview sur la masterclass, le grand maître, hein, il Ah, d'abord mais, l'esprit, le cœur Ouais. et la technique après. Moi, C'est pas ce qui vient en premier. on était à Lisieux. Tu vois, il y a des flashs comme ça qui reviennent. On était à Lisieux, parce qu'à l'époque, Raphaël habitait là-bas, et le grand maître, quand il venait, il avait une pièce en bas, là, dans le château de Lisieux. Et un soir après l'entraînement, c'était ramen party. Donc, on finissait l'entraînement, on allait chez le grand maître, il nous faisait des ramyons. Ça, pareil, ça c'est. Déjà, juste ça, c'est Juste ça, c'est extraordinaire. Enfin, je sais pas si vous connaissez un grand maître qui vous donne un cours et ensuite il vous invite chez lui, il vous fait un bol de ramyun. Enfin, c'est juste un truc de fou. Ouais. Et là, on mange et après on est assis, un peu comme au bled, hein, chez moi quand tu vas au bled, t'es assis par terre, mais vraiment par terre. Et on échange et tout. Et cet esprit-là dont on parle, là, de partage, en fait, de donner envie, de montrer, etc. Et justement, on parle de ce gars-là, et le patron, il me dit OK, technique good, mind no good. Clairement, quoi. Pour lui, ouais. Et ça l'intéresse même Et pas. ça l'intéresse même pas, en fait. On s'en fout Ça d'être l'intéresse pas. fort Il s'en techniquement fiche. Il s'en fiche. si t'as pas le bon esprit. Si t'as pas le bon esprit, si t'as pas le bon esprit, t'es pas là, tu peux pas rester, en tout cas, à la JK si t'as pas l'esprit. Et ce soir-là, le patron, dans ma tête, je me suis dit, mais quand même, quoi. Je veux dire, on est là et il vient de nous faire un cours, il nous a démonté, et après, il nous fait des ramyons, quoi. Et en fait, il me dit une phrase en anglais. En gros, il me dit, OK, OK, master, Dojang, tu continues master, en gros, voilà, effectivement, je suis le maître, je suis dans le gang, c'est moi le maître. Il me dit en dehors, il me dit, toi et moi, on est comme ça. Il me dit, tu continues eating, Biludo eating. Il dit, si moi je mange, toi aussi tu manges, en fait. Et là, tu comprends que, en fait, il y a cet esprit du respect de l'autre, tel qu'il est, et ne pas jouer, ne pas tricher, ne pas être prétentieux, ne pas se dire, ouais, moi je suis meilleur que les autres, etc. Non, c'est vraiment l'état d'esprit. Un grand maître qui te dit, qui est 9e dan, qui te dit, OK, sur le tapis, OK, d'accord, je suis grand maître, etc. Mais en dehors, quand moi je mange, moi, si je mange un bol de nouilles, tu manges un bol de nouilles aussi, quoi. Et ça, ces valeurs-là qu'on retrouve dans les principes de l'Apkido, qui sont appliqués là, et qui sont là, c'est complètement réels. Là, c'est vrai, c'est sport, ça triche pas, quoi. Non, ça triche pas. Ça triche pas. L'humilité, Ça triche pas. Le partage et non, ça triche le pas. respect de l'autre. Comme tu... Et ça remonte à... donc c'était à Lisieux. Je crois que j'étais même pas encore deuxième dan. Hein. Je sais même pas si j'étais première. Ouais, j'étais pas encore deuxième dan. T'imagines? Et ces valeurs humaines là, ces valeurs humaines, c'est important. Il faut vraiment que je la souligne parce qu'elles sont on n'est pas là pour, ça joue pas. Il n'y a pas de la comédie. Pendant les 2 ou 3 années où le patron n'est pas venu, à cause du Covid. À cause du Covid, ouais. Quand il est revenu, même quand j'en parle là, c'est vraiment très touchant parce que il faut le dire parce que c'est vraiment pour montrer ce qu'il est, la personne qu'il est. Quand il est revenu, après ces 3 années, il arrive à Lisieux, je vais le voir le lendemain, entre midi et 2, je pars du boulot, je trace direct, j'arrive à Lisieux. Raphaël ne pouvait pas me rejoindre, je crois, et j'arrive, il a que sa femme, le patron, je frappe, je m'ouvre la porte, welcome, il dit. Je rentre, je quitte mes chaussures, et là il me dit, avec le Covid, j'ai cru que j'allais mourir et jamais te revoir. Et en fait, cette phrase-là, elle est passée mes orteils, mes doigts pieds comme ça, elle a remonté, et je l'ai ressenti jusqu'à mes cheveux, en fait. Et pourtant, ça faisait quand même quelques années que je le connais, quoi. Où j'ai partagé des moments avec lui en Corée, quoi. Et il arrive encore à te toucher, quoi. C'est clair. Il te touche vraiment, quoi. Et ça te touche vraiment, quoi. Ça te marque, quoi. Et moi, cette phrase-là, je l'ai dit à ma femme, elle était hallucinée, quoi. Je l'ai dit à ma mère. Ma mère, quand je lui ai dit, elle me dit, tu me donnes des frissons, quoi. Et comment quelqu'un qui n'est pas de ta culture, qui est à l'âge de ton père, qui vit à 10 000 km d'ici, réussit à te toucher comme ça, en fait, ouais, ça n'existe pas ailleurs, quoi. Ah ouais. Ça n'existe pas ailleurs, quoi. Et donc, ça te donne encore plus envie d'y aller. Ça m'a donné encore plus envie, certainement, tu vois, pour ce passage de l'année dernière. Tu peux que donner
tu peux que donner, quoi. En fait. Ça, tout ce que tu vis hors tapis, avec ses valeurs, ses Ah bah oui, ça t'aide pour le tapis. Mais bien sûr, ça t'aide à progresser. Mais bien sûr, mais carrément. Et il n'y a pas de limite, quoi. Comme dit Raphaël dans son livre, il n'y a pas de limite, quoi. Ouais. Pas de limite. Et toi, tu allies tout ça, tout ce que tu vis aussi en dehors, plus l'intensité que tu mets dans l'entraînement. Et ça qui fait toujours la progression. Tout est lié, en fait. Tout est lié. C'est ce qui fait que tu continues, c'est tout. Tu continueras. Tu peux faire des séances de musculation chez toi, de stretching, de tout ce que tu veux. Hein. Tu peux faire plein de choses à côté pour être meilleur, bien sûr, pas de problème. Travailler ta mobilité, etc. Mais ça, là, ces trucs-là, là, en fait, là, ça aussi, ça t'apporte. Et je trouve que ça t'apporte même encore plus, en fait. En dehors. Ça t'apporte encore plus parce que si tu as cette machine-là qui fonctionne et qui a bloc, l'autre machine qui est mécanique, oui, tu peux être limité par un truc. Mais tout à l'heure, il le disait, quand je vois Mickaël ce qu'il fait, comme tu dis, voilà, je suis arrivé à que peut-être pas la souplesse qu'il fallait, etc. Mais quand je vois ce qu'il fait, c'est la preuve qu'à un moment donné, il y a une force qui te pousse. Il y a une force qui te pousse, il y a quelque chose qui arrive à te faire aller plus loin que ce que tu es capable de faire. Quoi. Moi, je me rappelle quand tu dis que quand tu étais arrivé, je m'en souviens effectivement à Saint-Didier, Saint-Turgeau, je me souviens en Corée, quoi. Et tu te dis, ouais, on a le parcours, quoi. Enfin, mais je me souviens même de toi. En 2012-2013, tu étais ceinture bleue, je crois, encore. J'avais passé la noire en ceinture en 2013. Tu avais passé en 2013 et tu avais pris un peu la relève d'Olivier Bronzoni, c'est ça? Ouais. Et c'est pareil, quoi. Tu te dis, ouais, putain, il y a un chemin. Ouais, c'est une évidence. C'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Ouais. Mais il n'y a rien sans rien. Enfin, c'est de l'investissement. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on dit à des ceintures blanches qui débarquent, qui veulent s'entraîner? Qu'est-ce qu'un conseil De ne pas se fixer de limites, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que ne pas s'imaginer, tiens, je vais être comme Mickaël, comme Dimitri ou comme Miloud. Pas trop vite, quoi. Non. Ça peut être un guide un peu lointain. Ouais, mais c'est pas le but. C'est pas le but, quoi. Va par là-bas. C'est même pas le but. Moi, je me suis jamais dit, je me suis jamais dit que je serais prof, mais jamais de ma vie, quoi. Je me suis jamais dit que j'allais être prof. Je me suis jamais dit que j'allais partir en Corée. Je me suis jamais dit que j'allais me retrouver à faire une démo avec Raphaël en Corée dans un stade. Ouais, pour les championnats. Pour les championnats. Ouais. Mais un truc de malade. Incroyable, ouais. Avec des avions qui étaient avec des avions de chasse qui passent, Wesley Snipes qui fait partie des VIP. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, mais jamais de la vie. Quand je rencontre ça chez moi, ils hallucinent, quoi. Mes neveux, ils hallucinent. Enfin, vraiment, quoi. On est dans un stade avec des personnalités politiques, des stars, des machins. Pas de tapis. C'était sur du bois, quoi. J'ai chuté sur du bois. Et avec, je pensais, on devait même pas y aller. Dans un coin de l'air. Dans un coin, on devait même pas y aller, en fait, avec Raphaël. C'était même pas nous qui devions faire. Et aux dernières minutes, on s'est dit, bah non, c'est vous deux. D'accord. Okay. Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Ouais, vas-y. Comme un bon gros. Donc, ça, c'est Donc, du coup, pas se fixer de limite. Pas se fixer de limite, en fait. Te dire, ok, ça me plaît. Et si ça te plaît, bah vas-y, fonce. Fonce, lâche pas. Les portes, elles s'ouvriront, en fait. Mais si tu te fixes des trucs où tu te dis machin, etc., bah, à un moment donné, tu vas te planter. Tu n'y arriveras pas. Ah, le chemin se fera tout seul. Le chemin, il sera tout seul. Dis, 2-3 conseils. Par rapport à ça, je vais rebondir sur l'anecdote parce que c'est complètement là-dessus. Donc, quand milieu de je pense la première fois que tu t'es adressé à moi, c'était en 2010, quand tu es venu faire la démonstration à Genève, au Salon des Arts Martiaux. Et donc, j'ai regardé ces démonstrations, j'étais méga impressionné, c'était mes débuts, voilà. Et après, on est allé vous voir un peu en coulisses à la fin pour vous dire bravo, discuter un peu avec vous. Et il y avait déjà énormément cette ouverture, voilà, tout le monde tous ensemble. Et puis, j'ai dit, mais ça doit être, je t'ai dit, ça doit être génial de faire une démonstration incroyable. Pour moi, c'était juste impensable. J'ai dit, mais en fait, un jour, vous pouvez très bien être sur le tapis, comme on vient de faire. Continuer à travailler et peut-être pourrait faire partie de l'équipe de démo. Puis là, je me suis dit, enfin, c'était pas du tout un objectif. Je me suis dit, ok, c'est peut-être faisable. Et en fait, ça m'a donné trop envie. En fait, c'est par rapport à ça. Ça m'a pas donné de limite. Au contraire, ça me dit, ça m'a encouragé aussi. Et donc aussi par rapport à on se disait donner envie à son élève. J'étais pas ton élève, non. Mais ça m'a donné énormément envie. Et je me suis dit, peut-être c'est faisable un jour. Puis après, on a réussi à le faire. Et ouais, ça m'avait marqué. C'était la première fois que je parlais avec toi.
Et toi, Dim, par exemple, dans ton club, avec ton expérience, qu'est-ce qui différencie un gars qui va devenir bon d'un gars un peu moins bon? Comment tu arrives à voir ça? Qu'est-ce qu'ils mettent en place, les élèves? Moi, je vois l'intérêt qu'ils portent à l'art martial aussi. Je suis très intéressé aussi à ce qu'il y a autour du tapis. Et je vois les élèves qui vont me poser des questions, pas que sur la technique, mais d'où ça vient, c'est qui les maîtres, c'est qui le grand maître Li Changsu, voilà, ils vont s'intéresser au-delà d'une Somokoki, quoi. Ça va plus loin que ça. Et je sens que eux vont forcément, derrière ça, s'impliquer plus sur des stages, vont venir plus à l'entraînement, et vont peut-être plus rester après un entraînement pour faire du dollar ou pour regarder. Et donc forcément, ils vont progresser. Après, il y aura peut-être des chemins différents par rapport à des limites physiques ou des capacités physiques qui sont différentes. Mais eux vont davantage progresser. Après, ça dépend les besoins et les attentes de chacun. Il y en a qui viennent peut-être pour du social, il y en a peut-être qui viennent qui ont des objectifs de ceinture, j'en sais rien, chacun a ses propres attentes. Mais ces personnes-là, je sens que c'est celles qui vont peut-être progresser plus vite. Maintenant, il y a l'histoire d'intensité, c'est que même elles, même si elles s'intéressent à tout ce qu'il peut y avoir autour et à l'apkido de manière générale, si pendant l'entraînement tu mets pas d'intensité, ça prendra plus de temps, ça sera plus difficile. Je pense qu'il y a, comme tu disais, c'est qu'effectivement chacun va mettre l'intensité qu'il souhaite mettre en fait. Donc, et après, ce qu'il faut être, quand tu commences comme ça, c'est... Alors, le problème, c'est qu'on se connaît pas en fait. On se dit, on se connaît pas, on sait pas trop se jauger, et puis on connaît pas encore ses limites. Alors, tout dépend de l'âge, mais ou de son parcours. Mais il faut savoir que les entraînements sont très durs, quel que soit le club, hein, d'ailleurs, parce que c'est un peu ce qui fait notre force. Et si on met l'intensité, tu vas t'entraîner 4 fois par semaine. Moi, à une époque, je me rappelle, j'avais des douleurs, quoi. Donc, est-ce que tu vas être capable de tenir ce rythme-là, etc. Donc, faut se connaître. Et puis, à un moment donné, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que tu donnes, parce que pour voir, effectivement, comment tu es impliqué, etc. Est-ce que le prof va remarquer qu'effectivement, tu restes à la fin du cours, comme disait Mickaël tout à l'heure, tu t'intéresses, etc. Mais ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, nous, en tant que prof, et là, c'est très difficile, c'est que pour les autres, pour les élèves, on est le prof, mais on n'est pas que le prof, en fait. Parce qu'on est peut-être aussi la personne à laquelle l'élève va se raccrocher. Tu vois, parce que tu connais pas le parcours de nos élèves, par exemple. Tu vois, tu sais pas, tiens, lui, peut-être que je sais pas, dans sa famille, il a tel ou tel problème, ou tel et tel parcours, etc., et que finalement, il va s'attacher à son prof. Ça, moi, je l'ai ressenti en 2010. Je sais pas trop si on peut en parler là, parce que c'est un sujet assez triste, assez difficile. C'est très difficile. Beaucoup de gens... Bah, sinon, sans dire les noms, mais tu peux dire ce qu'on a apporté, ce qui a été apporté. On a perdu quelqu'un en 2010. J'aime pas trop. Je suis extrêmement sensible à chaque fois, mais c'est important parce que ça fait partie de l'art martial. L'art martial, on n'est pas que dans le dur. Hein. Il y a de la sensibilité aussi dans les arts martiaux. Donc, il y a beaucoup d'humains surtout. Et c'est de l'humain, quoi. Donc, on a perdu cette personne en 2010. Et quand on a enterré cette personne-là, il y a un discours qui avait été fait. Et sans rentrer dans le détail du discours parce que c'est très personnel, mais ce discours-là, en fait, m'a marqué à vie, en fait. Je suis ressorti de cet enterrement et j'ai compris qu'en fait, qu'on était bien plus qu'un prof, en fait. Et cette année-là, en 2010, je partais à la Mecque avec mes parents et je suis parti avec ça dans la tête, en fait. Et j'ai compris cette année-là, en 2010, qu'on n'était pas simplement qu'un prof. On apportait beaucoup plus que ça, en fait. Et quand tu es prof, tu as donc cette responsabilité-là, et effectivement, tu vas avoir des élèves où tu sais que cela, il va s'impliquer, tu sais que quelque part, tu apportes quelque chose. Et ça, c'est une grosse responsabilité qu'on a en tant que prof. Et les élèves, c'est pareil, il faut qu'ils le comprennent. C'est qu'effectivement, à un moment donné, quand c'est ce rapport qui se met en place, là, ce lien qui se crée, tu as celui qui vient parce que, comme tu dis, c'est la distraction.
il va rester 1 an, 2 ans, 3 ans, il va même briller, etc. Mais après, tu le verras pas. Et puis, il y a l'autre. Et là, c'est quand tu es prof, tu vas ressentir que lui, tu apportes plus que d'aptitude, en fait. Il y a vraiment un lien qui se crée. Et là, en tant que prof, il faut que tu sois capable de l'accompagner et de le guider et de lui donner des choses. Et être prof, c'est ça aussi. C'est cet humanisme qu'il y a, ce relationnel qui se crée avec ton élève. Et forcément, tu vas lui donner plus, tu vas l'accompagner, tu vas être là pour lui dans tous les moments faciles, difficiles. Ça, moi, c'est un truc aussi pareil qui m'avait vraiment marqué, quoi. Enfin, un prof, c'est pas juste... de toute façon, je suis patron qui me dit master, voilà, les profs qui sont là, on les voit, qui transpirent pas. Non, Raphaël, en tant que prof, je l'ai vu transpirer, mais plus que moi, quoi. Enfin, voilà. C'est aussi ça, tu vois la confiance que tu as dans ton prof parce que tu sais aussi que tout ce qu'il te demande, il l'a fait, en long, en large, vous inquiétez pas. Quand on vous demande tant de hanja, on les a fait. Il n'y a pas de rythme. Ah non, il n'y a pas de souci. Si on vous dit un truc, fais ça pendant longtemps, fais. Si tu veux devenir bon, si tu veux suivre la route qu'on a prise parce que d'autres nous l'ont montré, il faut faire. Moi, ça coupe un peu avec ton anecdote, mais que je partage parce que je suis arrivé à ce moment-là et j'ai vu un peu tout ça. Et j'ai vu à quel point... Ouais, je peux pas raconter non plus ça, mais ça me fait penser de quand on vous dit quelque chose, quand on vous conseille de faire, après, vous avez... Nous, on donne l'entraînement, vous en faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez regarder, à la fin d'une série de coups de pied, il y en a qui transpirent, il y en a qui transpirent pas. Celui qui transpire, il deviendra meilleur, il n'y a aucun doute. Même si l'autre a des facilités, il s'est pas donné. Il s'est pas... Elle est là. Il a pas envoyé. Moi, j'ai une anecdote, je me rappelle un de mes meilleurs élèves, Axel, que j'ai depuis tout petit, qui a transformé mon club parce que, en étant lui super fort et surtout très attentif, très à l'écoute, je lui disais un truc, il corrigeait dans la seconde. Il n'y avait pas de... Enfin, c'est vraiment un des petits. Il avait 8 ans et je sais qu'il a changé le cours de mon club. Et en fait, un jour, il grandit, il arrive blessé, du coup, il fait pas les coups de pied, mais déjà, il est là. Et je lui donne le danbong, il connaissait pas, il est ceinture bleue peut-être, il connaissait pas, je lui donne le danbong, je lui montre le premier mouvement des kibon, le premier mouvement. Je lui dis, tiens, révise ça devant la glace. Pendant 30 minutes, il a frappé comme ça. Il a fait. Il est pas revenu me voir, je fais quoi maintenant? Non. Il a fait. Et un enfant. Et ça, c'est... Même les adultes ne font pas ça. Non. Et en fait, là, j'ai vu... je savais clairement que ça allait devenir un de mes meilleurs. Et pareil, toujours là, toujours à l'écoute. Mais c'est exactement... C'est un lien et une confiance qu'il a envers toi, envers le prof, qui... Alors, vous devez pas faire 100% confiance à votre prof. Vous devez quand même... Il faut qu'il soit bon. Enfin, tu peux pas arriver dans un cours, ok, je fais tout ce que tu me dis, si jamais vous avez pas vu, ou vous savez pas qu'il est bon, faut pas non plus... Mais à partir du moment où vous faites confiance, moi je me rappelle un stage à Barcelone, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, mais comment t'as autant confiance en toi? Je dis, moi j'ai pas confiance en moi, j'ai confiance dans l'enseignement que j'ai reçu. Tout ce que Kwanjanim m'a appris, j'ai confiance, je l'ai vu faire. Je me suis entraîné comme il m'a demandé de m'entraîner. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Il disait d'aller vite là, j'ai fait ça. Et je rajoutais des coups de pied là. À sa vitesse, je le suivais. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Enfin, le plus possible que... Moi, j'ai pas confiance en moi. Mais ce que j'ai appris, j'en suis sûr par contre. Mais ça t'a permis d'avoir confiance en toi. Derrière, oui. Final, ouais. Mais c'est arrivé par le biais des techniques et par son biais, en fait. Et limite, il me faisait confiance avant que je me fasse confiance, presque. Mais si tu prends, si on prend l'exemple et si on remonte à l'histoire de Raphaël, si on peut oser un peu la raconter, mais sans rentrer dans le détail. On l'invitera bientôt. Mais on l'invitera bientôt. Ne vous inquiétez pas. C'est pareil. Quand on parle tu parlais de ton élève là, qui t'a montré, etc., qui t'a quelque part, il t'a montré qu'il en voulait. Mais quand tu vois le parcours de Raphaël, il le dit dans quelques vidéos, je veux dire, il a quand même pris son baluchon pour aller en Corée. Mais je pense que
le patron, quand il l'a vu, Sûr. il s'est dit, lui, voilà, il a vu ses capacités, il les a vues, ses capacités. Mais il s'est dit, lui, il en veut, quoi. Et ça, il a montré, je pense que c'est pour ça que ce lien très fort, puis qui a grossi au fil des années, mais voilà, c'est quelque part, Raphaël a montré sa volonté, pas de limite, quoi. Être le premier Européen, premier Français au sol étranger à faire partie de l'équipe nationale, c'est juste un truc de dingue, quoi. C'est juste un truc de dingue. Il a montré, la confiance ensuite, il a gagné la confiance du patron. Et c'est ça qu'un élève doit montrer à un moment donné. Si tu ne montres pas la confiance que tu as, aie confiance, parce que si, en tant que prof, on ne va pas vous envoyer au casse-pipe, en gros, pour le plaisir de vous mettre sur la gueule, ou non, le but, c'est de vous faire évoluer, quoi. Et là, Raphaël, c'est l'exemple flagrant, concret, de quelqu'un qui a montré son envie, et qu'il n'a pas juste énoncé verbalement, non. Et il l'a fait. Il l'a fait vraiment, et il s'est entraîné. Il le dit dans son interview, le grand maître. Il dit, je savais pas si j'allais le revoir. Ouais, la première fois. Le fait qu'il soit venu avec juste sur un bout de papier le nom du grand maître, juste ça, je vais lui donner tout ce que j'ai normalement. Mais c'est comme moi, ça me fait penser, d'un coup, tu vois, encore un autre souvenir qui me revient, mais mon passage première dan en Corée, je l'ai passé, j'étais super content, quoi. J'ai passé ma première dan, remise de la ceinture, machin, petite cérémonie, photo, tiens la main. Mais le lendemain matin, il y avait entraînement quand même. C'est pas fini. Et là, le lendemain matin, l'entraînement, en fait, donc, tout content de mettre ma ceinture noire, en fait. Et le lendemain matin, j'ai fait le pire entraînement de ma vie. Le patron est resté toute la série de coups de pied devant moi, en fait. Je me suis pris toute la série de coups de pied avec le patron devant moi et les raquettes devant moi. Et je me suis dit, mais merde, enfin, pourquoi Pourquoi j'ai C'est un cadeau. Et en fait, je suis posé la question ensuite à Raphaël. Il m'a dit, mais en fait, c'était pour voir si ton objectif c'était juste de venir, de passer, de prendre la ceinture noire, ou si tu allais continuer vraiment à te donner, quoi. Et là, tu vois, ça rigole pas, quoi. Donc, tu vois, et j'ai pas lâché. Et j'étais content de ne pas avoir lâché, parce qu'en fait, tu vois, Et en fait, on en revient encore à cette histoire de confiance qu'on évoquait tout à l'heure. Montre que tu as envie d'évoluer à ton prof, montre-lui, quoi. Et il sera là pour toi, quoi. Il sera là pour toi, et Raph, jusqu'à maintenant, quand on est à Saint-Didier, les trois vieux, et dans un, il vient nous voir, je sais pas si vous voyez. Ouais, bien sûr. Il vient, on est nous quatre là, et il nous montre des détails que les autres n'ont pas, quoi. Voilà. Donc en résumé, si vous voulez progresser, donnez, et votre prof vous rendra x2. Ah, mais clairement. Et il attend que ça. Soyez sûr que... Moi, il y a quelque chose, j'aurais bien aimé, si quand j'étais ceinture blanche, qu'on me dise aussi, parce que j'ai des questions maintenant d'élèves, c'est le hors tapis, mais aussi hygiène de vie. Me dire de aussi prendre soin de son corps, prendre soin de son sommeil, sa nutrition, etc. Un minimum. Et j'avais pas forcément ces notions-là du tout. Et maintenant, je sens aussi il y a certains besoins de certains élèves aussi à ce niveau et qui posent des questions. Au-delà du fait que je bosse là-dedans, mais au-delà de ça, en disant mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour essayer aussi de m'améliorer en dehors des tapis. Peut-être gestion de blessures aussi, ce genre de choses. Et je pense que ça, c'est aussi des questions importantes et un rôle qu'on peut aussi tenir et qui n'est pas toujours simple. Il y aura, dans la prochaine formation, il y aura des choses qui ressemblent à ça, très probablement. C'est bien, parce que ça, c'est vrai que c'est une approche qu'on a chacun un peu là, de son côté. Mais, et puis chacun est différent, donc du coup, chacun a une approche un peu différente par rapport à ses faiblesses, etc. Donc, mais ouais, effectivement, je pense que c'est un sujet intéressant. Par contre, ça me fait penser encore à un autre truc, c'est que tout à l'heure, tu disais, tu l'as bien dit, quand tu étais blessé ou machin, ou tu pouvais pas, moi, je me souviens, quand j'avais ma fracture, en fait, et que je pouvais pas m'entraîner, en fait. Et ben en fait, je révisais mes techniques dans ma tête. Alors, je pense j'ai énormément fait ça. Il y en a beaucoup qui viennent et qui écrivent. J'ai jamais rien noté, écrit, moi, mais j'ai fait peut-être les techniques dans ma tête plus qu'en vrai. Ouais, moi, j'ai jamais rien écrit. On m'avait posé la question, je ne sais plus à quelle occasion. On me dit, mais t'as... j'ai dit non, j'écris rien. Je dis, mais c'est pas possible. Je fais non, j'ai jamais rien écrit. Pareil. Je n'ai jamais écrit quoi que ce soit. J'ai pas de programme. Non. Et quand je pouvais pas travailler, mais vraiment, à cette époque-là, je me rappelle, quand je dormais,
je fermais les yeux, puis je faisais ma technique. Je la voyais. Et donc, il y a toujours moyen de travailler, en fait. À propos de ça, j'ai un des premiers souvenirs de toi. Je commence, on finit le cours, t'es sur le côté, il y a Kwanjanim, il y a toi, moi je suis là, et il y a un gars qui vient je sais plus qui c'est, qui vient te demander, mais comment vous vous souvenez de tout ça, de tout cet ordre et tout. Et toi, mais en fait, c'est très logique. Dès que t'as dit logique tout à l'heure, ça m'a rappelé ça. Je dis, en fait, c'est très logique. Si tu fais bien la structure, c'est les mêmes qui reviennent, c'est le même chemin de clé à chaque fois. Et en fait, là, c'est la même structure. Et il y en a beaucoup qui restent. Ouais. Un dédicace à certains de mes élèves qui restent depuis 6 ans sur le passage ceinture bleue. C'est simple, en fait. En fait, c'est vraiment c'est très logique. Le programme est très, très logique. Et moi qui ai pas mal voyagé avec Raphaël, et on a rencontré beaucoup de gens, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, ils apprennent dans une espèce de mélange des choses, quoi, de chaos total, quoi. J'ai échangé l'année dernière aussi avec quelqu'un, une autre école, etc. Et on parlait d'Apkido, parce qu'on essayait de voir un peu comment on pouvait essayer de structurer un Apkido fédéral. Et la personne me dit, mais moi j'ai commencé là, après machin, puis j'ai pris des techniques là, j'ai pris des techniques là-bas. Donc déjà, ça me dérange un peu, parce qu'en fait, suivant les écoles, c'est pas du tout les mêmes approches, les mêmes angles de travail, les mêmes directions, etc. Puis à un moment donné, il me dit même, ouais, après j'ai pris des techniques d'autres arts martiaux. Et là, je dis, c'est que ton Apkido était pas complet. C'est que, du coup... Bon, après, c'est pas une critique, hein, parce que peut-être que la personne, malheureusement, nous, on a la chance. Elle n'a pas le choix. Voilà, elle n'a peut-être pas le choix, et je peux le comprendre. Mais si on commence à rajouter des choses, alors qu'on a une base, du coup, ton arbre, là, ça part un peu, les branches vont partir un peu dans tous les sens, quoi. Il faut prendre cette base-là, elle est très logique, elle est très bien faite. Encore une fois, le programme, il est très bien fait. Vous ne ferez jamais de technique sur des coups de poing en commençant l'Apkido, parce que déjà, un coup de poing, il faut déjà le voir partir, il faut déjà juste le bloquer, c'est pas évident. Mais toute cette logique qu'on a dans nos programmes, en fait, elle est très bien faite, quoi. Et quand tu comprends cette logique, oui, tu peux te rappeler combien là dans le premier dan, je pense que 250. 250 techniques, voilà. Mais oui, après, c'est bien simple. Et puis tu arrives après à faire les deuxièmes. Donc c'est aussi pour les novices, enfin pour ceux qui commencent, c'est de suivre cette logique, de prendre le temps des bases. Et souvent, des fois, on a des questions, mais tu peux me montrer des techniques d'après. Eh ben non. D'abord, on reste sur la base. Il y a la patience, il y a la répétition, il y a l'assiduité, ces éléments. Le premier programme, moi, j'ai toujours dit que celui-ci, et c'est comme ça qu'on me l'a appris. Comme ça qu'on me l'a appris, il est extrêmement important. C'est la base, c'est la fondation de tout le reste. Ah oui, après ça évolue, mais c'est une base qui est énorme. C'est le tronc d'arbre. C'est le tronc d'arbre de toutes les techniques. Et quand tu as cette base-là, même les sorties, les premières sorties qu'on apprend, l'autre jour quand on y était, là, il y avait le jeune là, qui venait d'arriver là, je lui ai expliqué, il faut que tu ressentes la sortie là, quand tu la fais. Parce que en fait, quand tu comprends juste les sorties, l'angle, ton pas que tu fais, l'angle et ta manière de faire la technique, je pense que tu as compris beaucoup de choses. Mais vraiment, quoi. Et ça, malheureusement, alors, oui, au début, c'est difficile parce que quand on commence, on arrive dans un univers où on n'a peut-être jamais pratiqué d'arts martiaux, etc. Donc, on essaie de reproduire, en fait. On essaie de faire on imite, en fait, une récitation, tu vois. Moi, j'ai vu des gens... Ça doit passer par là, hein. Oui, ça doit passer par là. Mais j'essaie tout de suite de leur dire, moi, en tout cas, essayer vraiment de comprendre dès maintenant. Parce que si tu arrives à imprégner ça dans la matrice, là, dès le début... ils peuvent aller beaucoup plus vite. Donc écoutez les profs, les détails qu'on vous donne. Parce qu'avant, Raphaël nous le disait souvent, c'est que lui, quand il a appris, le patron lui montrait, et vas-y, quoi. Ouais. C'était ça, hein. Il fait une démo et ciao. Ciao. Pas d'explication. Alors, maintenant, vous avez la chance des profs qui suivent des formations cadres régulièrement, qui ont quand même atteint un certain niveau, qui ont beaucoup de détails, qui vous les donnent dès le début. Donc, écoutez, quoi. Si on vous dit qu'il faut avancer la jambe droite, il faut être perpendiculaire, faites-le. Et essayez de comprendre pourquoi. C'est pas une question de force, c'est une question de technique. L'Apkido, c'est très très technique. Et ça demande la répétition, la patience. Je vois des fois certaines qui sont
impatients. Ils disent ouais, c'est bon, j'ai fait celle-là, je peux voir la suite. Bah non, faut revenir. Répétition, c'est un des mots aussi importants. Le patron, il me disait qu'à l'époque, il me disait tu vas être bon en coup de pied, mais il y en a qui sont bons sur tous les coups de pied, il y en a qui vont être bons, ils vont avoir un coup de pied préféré. Tu vois. On le voit bien maintenant, on a tous un peu notre coup de pied préféré. Il me dit ce coup de pied-là, quand tu l'auras choisi, il me dit il faudra que tu le répètes 1000 fois. Attendez, je me suis dit non, il me dit répète 1000 fois. Il me dit parce que quand tu l'auras répété 1000 fois, en fait, ça sera un instinct, en fait. Ça sera ton coup de pied qui va sortir. Il sortira tout seul, parce qu'en fait, tu l'as imprégné et voilà. Et c'est comme les techniques. Bon, des fois, on s'aperçoit que Bruno et Damien, quand on travaille, On sort les mêmes. on sort la technique, parce que c'est la technique qu'on se sent le mieux, quoi. On a des techniques préférées. On a une technique qu'on ne comprendra jamais, parce que il n'y a que les extraterrestres qui arrivent, mais tu as toujours une technique qui va arriver, mais parce que tu l'as répété, quoi. Celle qu'on comprend pas, c'est bien aussi parce que ça nous Oui, stimule. ça stimule. Ça nous remet en question, ça oui, nous remet à zéro. Tu te dis, il faut que là, je maîtrise pas encore. Mais personne n'est bon. On a des facilités, on a des aptitudes. Mais même Raphaël, il est très bon. Mais je veux dire, il ne connaissait pas l'apkido, quoi, en fait. Ah oui, C'est ça qu'il faut dire. Il peut avoir des aptitudes de coup de pied, tout ce qu'on veut. Combat, etc. Mais Il a démarré aussi à zéro. Il a démarré à zéro. De toute façon, Donc, il a travaillé comme un fou. c'est ça. Le seul moyen de passer de débutant à ce qu'il est, un travail acharné au milieu. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Le grand maître dit très souvent, vous croyez que les techniques, elles sont venues du ciel et hop, je les ai eues? Non, je les ai fait beaucoup. Ah non, Je les ai fait beaucoup de fois. Il n'y a pas de secret. Pas de secret du nombre de fois. Aucune idée. Je me rends compte. Il dit les 1000, il dit les coups de pied normaux, on les travaille par 100. Par 100, ouais. Ton meilleur coup de pied, c'est 1000. Ouais. Ah, non, mais vraiment. Il doit y avoir une différence. Tu les fais tous pour bien les faire, mais ton meilleur, tu dois le travailler bien ouais. plus. Et je pense qu'au son du dos Lachegui, pour arriver à ce niveau-là, Plus que 1000. c'est plus que 1000 qu'il a répété. C'est juste pas possible. Quand Janim racontera les anecdotes de ses premiers voyages où le grand maître frappait, on le laissera raconter, mais c'est... Non, mais il n'y a pas de mystère. Je veux dire, ça me fait penser à une phrase. Mon fils, il me disait, il me dit, ouais, mais en parlant de ma sœur, il me dit, mais Tata, elle est intelligente. Je dis, ben, oui, elle est intelligente. Mais Ça suffit pas. ça suffit pas. Elle dort 3 heures par nuit parce que tout le reste du temps, elle bosse. En fait. Donc, ouais, c'est pour ça qu'elle a fini à ce niveau-là. Mais ouais, elle bosse. Elle dort 3 heures par nuit, elle bosse. Donc, il n'y a personne qui arrive, quel que soit le sport. Hein, Il n'y a pas de raccourci. pas de raccourci. Tu prends les tennisman, on parlait du tennis à la fois, mais tu peux pas arriver à un niveau d'excellence. Millions de coups droits. Tu peux pas arriver à un niveau d'excellence parce que tu t'entraînais 2 heures, 3 fois par semaine, 2 heures d'apkido. Non, C'est ça. faut travailler. Travailler et se dire quoi qu'il arrive. Voilà, j'aurai des périodes où je vais être au fond du puits. Je suis au fond, ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'on disait tout à l'heure. Tiens, je révisé dans ma tête. Je peux aller voir l'entraînement. Voilà, je peux aller à l'entraînement, je peux regarder. Je peux aller dire bonjour à mon prof, même si je suis blessé. Bah oui, Tu regardes des vidéos, il y a beaucoup de vidéos, regardez des vidéos. Je vais travailler. Faites des trucs pour garder la motivation. Je sais pas. Un prof peut faire la masterclass, même maintenant. Mais bien sûr. Tu peux bosser. Bah oui, comment. Ça, c'est support. Mais clairement, enfin, tu as des supports, mais bien sûr, ça remplacera pas un cours. Mais Tu vas pas au cours. Donc, tu peux pas aller au cours. C'est comme pendant le Covid. Ouais. Ouais. Pendant le Covid, on n'avait pas de cours, quoi. Alors, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Non, moi je sais pas, mais c'est pareil, quand tu t'entraînes chez toi, enfin, on a tous parti acheter des tapis sur Amazon, enfin, un truc chez nous, enfin, voilà, après on a fait des vidéos en ligne, mais ça a permis de garder un lien, quoi, d'être là, quoi, en fait. pas de barrière, pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. On va s'arrêter là. Ouais. Un petit. Je suis très frustré parce que j'aurais voulu aller dans plein Ouais, il y a plein de choses qu'on a. de trucs, mais c'est trop court. On a fait 2 heures. On a fait 2 On heures. verra ce qui reste. Mais on verra si on coupe en deux, si on refait des morceaux, je sais pas. On verra. Un dernier mot chacun. Jim, tu vas au Brésil pour bientôt. Je vais au Brésil, ouais. Je sais pas quand ça sort. Beaucoup d'impatience. Comme on avait dit. Un nouvel endroit où on va pratiquer. Je me réjouis énormément. Ouais, Je suis sûr que je vais apprendre plein de choses. Rencontrer. Moi, j'aime beaucoup rencontrer. Je suis sûr que je vais rencontrer plein de gens aussi géniaux et je me réjouis. Je vous en toucherai un mot dès que je reviens. Milo. Ouais, Brésil, j'aurais bien aimé aussi, parce que le Brésil, comme vous l'avez dit dans
vous en avez parlé, je pense, pendant le premier épisode, je sais plus, mais... Oui, on a dit qu'on y allait. Mais effectivement, ça fait des années qui sont là. Eduardo Giacondino, j'avais eu la chance de lui servir de partenaire pour son passage de grade première dan qu'il avait fait à Fleurieux. À Fleurieux. J'ai bien aimé, donc tu as une grande chance de pouvoir y aller. Le mot de la fin pour moi, c'est que il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit en fait. J'ai encore beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, j'en ai plein. Et voilà, moi, franchement, j'ai eu la chance d'arriver dans cet art martial-là, qui m'a ouvert beaucoup de choses, qui m'a permis de voyager, de découvrir d'autres cultures, surtout la culture coréenne. Du coup, j'ai toujours autant envie d'aller en Corée. J'espère y aller au mois d'avril. On y va les 3. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera là-bas. Avec plaisir. On se fera peut-être le deuxième round, deuxième partie de cette émission. Mais le seul mot d'ordre, voilà, faites-vous plaisir, entraînez-vous et ne vous mettez pas de limites. Ne pas se fixer de limites. Non. Je vais aller monter plein de vidéos d'Apkido. Je suis fatigué. Comme j'ai dit, frustré parce que je veux aller plus loin. Milord a 20 ans à raconter. Il y a beaucoup de choses. On reprendra peut-être les thèmes. On verra ce qu'on fera. On va aller manger. Mais ça montre bien on a trop de choses à dire. Parce qu'il y a plein de choses qui sortent qui sont incroyables et on a cité beaucoup aujourd'hui de donner envie. Ouais. Et je pense que ça donne envie. Et comme on a dit, si vous voulez devenir bon, faut pas lâcher. Et c'est ce qu'on a tous fait. Peu importe d'où on est parti, en fait, juste on n'a pas abandonné, quoi. L'envie, t'as dit l'envie, ouais. L'envie, en fait. Ouais. Moi j'ai toujours envie, quoi. Ouais. Parfait. La flamme là. On coupe là. Merci beaucoup. Merci. Merci Milord.